le Doc Mayou. Voici votre animatrice, Janine Ross, et le psychiatre Pierre Mayou. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Madame Janine. On salue les gens de l'Outaouais, la région de Montréal, Sherbrooke, on s'en va à Trois-Rivières, bonjour à tous, Québec, on remonte jusqu'au Saguenay, on tourne à gauche, c'est ça hein Pierre, on arrive à Chicoutimi, on arrive à Saguenay, Lac-Saint-Jean, bonjour tout le monde. J'aime bien lorsque tu dis Chicoutimi. Oui. Et la grande région du Saguenay, et la grande région du Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, etc. J'aime le mot Chicoutimi. Oui. Probablement que c'est un terme indien, ça, Chicoutimi. C'est sûr. Oui. Alors, ceci étant dit, Janine, ce matin, à Radio-Canada, j'ai entendu quelque chose qui est très interpellant. 100 000 Cubains travaillent dans l'industrie touristique à Cuba. Oui. Ils gagnent combien par mois? Je peux pas vous dire. Devine. Dis un chiffre. Par mois? Oui. 25 $. 20. 20. Ah, mais je sais pas loin. 20 $. T'es pas mal bonne. 20 $ par mois. Alors, un Cubain qui travaille dans l'industrie touristique à Cuba, il y en a 100 000, il gagne 20 $ par mois. Et là, le gouvernement de Cuba, Castro et sa gang que je ne qualifierai pas tout de suite, je ne veux pas être ordurier en démarrant l'émission, le gouvernement cubain a donné ordre à tous les Cubains de refuser pourboires et cadeaux afin de préserver l'esprit socialiste. Oui. Oui. Alors, pour ceux qui vont à Cuba, vous allez dans un endroit où il y a définitivement un esclavage serré. Alors, venez plus me casser les oreilles et les couilles avec Cuba comme exemple. 20 $ par mois pour tous ceux, pour les 100 000 qui travaillent dans l'industrie touristique. Et Pierre, si on vient chez nous, il y a à peu près 100 000 enfants qui se font battre mais sévèrement par année. Janine, est-ce que je peux te faire une suggestion? Oui. Est-ce qu'on pourrait garder ça pour lundi ou mardi? Parce que c'est tellement gros comme découverte de notre comportement collectif que j'aimerais mieux qu'on fasse... Qu'on aille à fond là-dedans. Ah, une émission complète. Ah, Janine, c'est trop gros. C'est énorme. Mais ça va, Pierre. C'est énorme. Et c'est extrêmement lourd de conséquences. Mais ce qui est le plus étonnant des chiffres qu'on nous a donnés aujourd'hui, parce que c'est pas dépouillé au complet, là, cette étude-là, c'est les 6 à 11 ans chez les petits garçons qui se font le plus massacrer, et les filles de 12 à 17 ans, moi j'imaginais que c'était des petits-enfants. Janine, est-ce qu'on pourrait est-ce qu'on pourrait inviter nos auditeurs à bien lire cet article-là, qui est publié dans le journal La Presse, et probablement par certains autres quotidiens associés à la presse. Il n'est pas aujourd'hui dans le Journal de Montréal, il est dans la presse. OK? Et on va en reparler copieusement la semaine prochaine, s'il n'y a pas d'objection, en début de semaine autant que possible. En tout cas, vous savez, vous parlez... Très gros comme découverte comportementale sur... ce que beaucoup de membres de la tribu font. Alors, on parle d'esclavage à Cuba. Pierre, je ne sais pas comment on qualifierait ça ici. Est-ce qu'on a donné le numéro de téléphone? Je suis tout mêlé. Est-ce qu'on... Parce qu'on est vendredi, c'est vrai, c'est vendredi, sujet libre. Oui, alors 790-0224, 1-800-667-52-41. On va être obligé de les redonner un petit peu plus tard. Oui. Un autre point. Avais-tu quelque chose d'autre? Parce que j'ai un autre point qui me chicote. Question. Est-ce que le fait d'avoir fait une trachéotomie au pape est un signe d'acharnement thérapeutique ou de soins réguliers compte tenu de son état de santé et de son âge? Est-ce qu'il le veut, Pierre? Il donne l'impression de vouloir aller... Je ne pose pas de commentaires, mais je m'interroge sérieusement. Y a-t-il, dans le cas du pape actuellement, un acharnement thérapeutique à le maintenir en vie à tout prix? Question. Oui. Pas commentaire, là, question. Maintenant, Pierre, pour revenir rapidement sur le sujet d'hier, un courriel. Janine. Oui. Janine. Jamais je n'oublierai l'émission d'hier. Ah non, ça en a été toute une. Haute en émotion, tous les appels étaient différents. Je suis toujours très sensible et profondément touché par la bonté de certains Québécois. Par leur grandeur d'âme, par leur jugement. Oui, vous êtes minoritaire, mais vous êtes là. Et c'est plaisant d'entendre parler de ces personnes. C'était une très belle émission. Oui, haute en émotion. Et vrai à part ça.
autant d'émotions vraies. Oui. Une question donc, Pierre, si vous me permettez, au nom de quelqu'un qui a écouté l'émission hier, personne dit, j'ai confiance, je vous demande conseil. Je suis très près d'une femme de 38 ans qui vient d'apprendre qu'elle a été adoptée. Oui. Évidemment, elle est atterrée et complètement détruite. Sa mère adoptive est décédée il y a quelques années et son père adoptif semble occulter la situation. Il y a un déni de la part du père qui jette le blâme du lourd secret sur la mère décédée. Alors la blessure est profonde car elle se sent trahie par le reste de la famille qui était au courant de ce secret. Comment je peux accompagner cette personne-là? On m'attend un petit peu là, il me manque. Je suis perdu là. Il m'arrive d'être mentalement lent à l'occasion. Il y a beaucoup c'est une femme, oui, c'est une femme de 28 ans. Je n'ai pas le topo clair. OK, une femme de 38. De 38 ans qui vient juste d'apprendre qu'elle a été adoptée, alors que tout à fait... Attends un petit peu là. Adoptée par les deux parents? Il semble. Oui, adoptée par les deux parents. Parce que suite à la conversation d'hier, on conviendra que lorsque c'est le beau-père qu'on croyait qu'il était le père, ça c'est une chose. Mais la mère, là, c'est un méchant morceau, c'est un gros morceau, ça, là. Alors, on parle ici de la mère adoptive, qui est décédée. La mère adoptive est décédée, et là, cette dame-là de 38 ans, on lui apprend que ce n'étaient pas ses parents biologiques, mais des parents adoptifs. Est-ce que j'ai bien compris? Exactement ça. À 38 ans. Oui, et le père adoptif, oui. Semble occulter, c'est les termes qui sont utilisés. Oui, mais occulter, est-ce qu'il nie? Est-ce qu'il dit à Madame X de 38 ans, t'es ma fille? Il dit pas ça. Il n'a pas l'air de dire ça. Et on parle ici de déni de la part du père. Ouais, ben là, qui jette le blâme du lourd secret sur la mère décédée. Alors qu'est-ce que c'est drôle. C'est parce que la façon dont c'est phrasé, là, c'est très ambigu. C'est très ambigu. Oui. Là, je ne dois pas me gourer, là. Mais elle a été parce que déni, c'est un mécanisme de conscience. C'est un mécanisme de défense inconscient qui nous fait nier. Comprends-tu? Oui. Mais on parle d'un lourd secret. Alors, on ne connaît pas le fond de l'histoire. Ouais, ben là, mais tout le monde, autre que les parents, savait, sauf elle, qu'elle était adoptée. Toujours est-il que, comme on a mentionné hier, Janine, puis on a eu des témoignages extraordinaires à cet effet-là, comme disait Feu Pellado, keep it simple, please. Gardez ça simple. Gardez ça simple. Alors, à 38 ans, Pierre, la petite histoire, moi, des petites histoires, le petit album de l'enfant, c'est tellement pas compliqué de nos jours, hein? Puis l'enfant, il sait d'où il vient, puis, écoute, il a son histoire, il n'y a pas à la rechercher ou à dire, on m'a trompé. Oui, non. Oui. C'est ce qui est le cas ici. Donc, quand tu l'apprends, Pierre, à 38 ans, là, comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu as toujours cru que c'était tes parents. Ça peut être une méchante... Ça te revole au visage. Ça peut être une méchante mornif, là. Comment accompagner? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour supporter une personne qui apprend ça tardivement comme ça? Ça dépend. Il y en a qui peuvent avoir besoin de support, d'autres non. C'est pas automatique, là. C'est pas tout le monde qui va s'écraser, mais c'est... Elle a l'air d'avoir besoin. Elle a l'air d'avoir besoin de quoi, tu sais? Elle a l'air d'avoir besoin d'une mère. Est-ce que c'est un enterrement qui est provisoire ou qui va s'avérer de plus longue durée? C'est pas embêtant. Ça, c'est peut-être sur le coup, parce qu'il faut une raison, puis ça vient de s'éteindre. C'est difficile à dire. Peut-être que ça va laisser des traces plus que ça. Surtout, là, la réaction du père, tu sais, ça fait bise un peu, comme diraient les adolescents, là. On convient-tu que la réaction du père est bise? Il y a peut-être un vrai secret de famille là-dessous. Il y a peut-être autre chose. Alors, la révélation de l'adoption n'est peut-être qu'un élément parmi d'autres. Oui. Bon, alors, outre l'aspect trahison, là, c'est ça, il va falloir... Bon, probablement qu'elle ne connaîtra jamais la vérité. C'est peut-être la sœur de sa mère qui a eu un enfant illégitime, puis qui a été... Ça pourrait être des affaires comme ça quand on parle de lourds secrets. Janine. Oui. Tu commences à avoir le pif. Vous aviez pensé à quelque chose comme ça. Tu commences à avoir le pif, Janine. Alors, tu protèges quelqu'un? Hey, au Québec, là, disons que je me limiterai à dire ceci. Au Québec, il y a beaucoup d'individus qui n'ont pas les ascendants génétiques qu'ils croient qu'ils ont. Non. Et si jamais on pose scientifiquement les affaires, dans quelques années, ouais. Pierre, il y a eu un article, un bel article le 22 février, cette semaine, dans le Journal de Montréal, où on disait que le stress modéré peut s'avérer nocif pour les mamans et leurs bébés. Avez-vous vu ça? Pas celui-là. Pas celui-là. Alors, le stress... Ça confirme, et on dit
que si une mère qui est enceinte et subit du stress, même à faible dose, il va y avoir un impact sur le bébé, qui va avoir ensuite des parties de son cerveau qui est chargé de mémoriser, là, qui ne fonctionneront pas, comme un bébé qui a été dans le sein de sa mère à un moment où c'était calme. Donc, et au niveau de l'apprentissage, donc mémorisation, dans le développement des habiletés cognitives de l'enfant, les troubles de caractère, ils vont jusque-là dans ce papier-là. Oui, parce qu'il y a des hormones qui passent dans le lait et qui passent dans le sang aussi. Oui. Alors, entre autres dans le lait maternel, c'est sûr qu'on a avantage à bien entourer les jeunes mères, les mères de jeunes bébés. Oui. Pas une jeune mère, mais une mère de jeunes bébés. C'est bien important. Pour les 6 premiers mois, là, je pense qu'on les gâte. On les gâte pas tellement à l'heure actuelle. Pendant la grossesse même. Hein. Oui, écoute. C'est normal. Oui, c'est normal. Le corps humain sait comment faire. Hein, pour porter un enfant, mais il faut un contexte. Si ce n'est pas un moment de bombarder la personne, c'est pas le moment. Et Pierre, ils sont allés chercher ça. Ça s'est fait à Montréal, le département de psychiatrie de l'Université de Montréal. C'est une chercheuse. Et juste en terminant, elle dit, ils ont fait des expérimentations sur les rats. Et les rats qui étaient soumis à du stress avaient des avortements spontanés. Les rats, dans le plus les du femelles. double. Oui, les femelles. Plus du double. Avortements spontanés. Plus du double, ben oui. Qu'est-ce qui était observé en temps normal. Ben oui, il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles de fertilité. Ça, c'est un domaine qui est fascinant. Si j'étais pas si occupé, là, peut-être que je m'intéresserais à ça. C'est vrai. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des traumatismes psychiques qui interfèrent avec la fertilité chez certaines femmes? Oui. Ici, en tout cas, ça semble dirigé vers question ça, que je pose et non pas affirmation que je fais. Oui. Alors voilà, prenons soin des jeunes femmes, des femmes qui sont enceintes. Oui, des mères, des femmes enceintes et les mères de jeunes enfants, peu importe l'âge. Oui. Je pense qu'on aura avantage à être gentil, là. À être sportif et être gentil. Oui. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241, tribune libre, du vendredi. Je suis en compagnie du docteur Pierre. Alors, on démarre la tribune en compagnie de Jean. Bonjour, Jean. Oui, bonjour. Bonjour, Jean. Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter tous les deux pour votre émission parce qu'elle est d'un très grand secours pour beaucoup de gens. Merci. Et c'est une très belle tribune. Alors, à l'occasion, c'est chic. Hier, l'émission d'hier, à mon humble avis, là, a été une rencontre, a été un espace d'échange que je qualifie simplement de rare. Mais je vais essayer d'en profiter du mieux que je peux. Allez-y. En allant, je ne vais pas trop me perdre dans les détails et m'enfarger dans les fleurs du tapis, mais donc je vais commencer par une question et aller à l'essentiel. Et si vous avez besoin de détails en cours de route, vous avez qu'à me le demander. Alors voilà, ma question est, est-ce qu'il y a un âge pour un enfant pour que leur, qui est moins traumatisante psychologiquement ou qui entraîne moins de séquelles chez lui au moment de la séparation de ses parents? Est-ce que c'est moins pire à 1 an qu'à 6 ans? C'est une très bonne question. Je vous dirais ceci, Jean. Je ne crois pas qu'il y ait un âge, mais il y a définitivement une atmosphère. Et par atmosphère, je veux dire la résultante des attitudes autour de la séparation. Oui. Alors, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. J'ai vu des adultes traumatisés par la séparation de leurs parents âgés. Traumatisés est peut-être un gros mot, en tout cas, qui le prenaient très mal puis qui étaient extrêmement bouleversés. Alors, c'est beaucoup plus la façon, l'atmosphère, les attitudes qui sont déployées autour d'eux et l'affection, l'attention et l'intérêt qu'on continue ou qu'on ne continue pas de manifester envers l'enfant. Oui. Bon, je vous explique plus précisément. Et je vous le dis bien humblement, là, écoutez, j'ai pas d'études là-dessus, mais ce serait ma première réponse. D'accord. Si on n'oublie pas les enfants dans ce processus-là, déjà, ils sont moins écorchés, hein. Bien sûr. Je vais vous expliquer plus précisément. Et l'autre point, au lieu de l'âge, pour de jeunes enfants qui ont un bon lien avec leur mère, d'en être séparés est d'une souffrance inouïe. Oui.
Alors que la séparation d'avec le père, lorsque la mère est une bonne mère, ça n'a pas tout à fait le même impact. Alors, c'est d'autres facteurs que l'âge qui jouent, d'après moi. Mhm. L'âge n'étant qu'un facteur. Jean, et vos soucis, vous êtes en train de traverser ça? Ben, en fait, il y a pas de séparation encore actuellement, mais j'y songe sérieusement parce que ma problématique, c'est que je suis pris actuellement dans une spirale de violence conjugale et bizarrement, c'est moi qui en ai la victime. Ouais. Autant que je puisse en être victime, là, j'ai pas tout à fait le profil. C'est vous qui subissez. De la victime, Sans mais parler c'est moi de victime, vous subissez une violence? Oui. Sous quelle forme, par exemple? Donnez-nous des exemples, les exemples les plus Mon patents. Dieu, qui va de la violence verbale, aller jusqu'au lancement d'objets, jusqu'au coup porté. Elle lance des objets? Elle Oui. vous lance des objets? Elle me lance des objets, elle me frappe avec des objets. Ah. Elle, Est-ce qu'elle vous a fait des menaces de mort? oui, déjà. En quel honneur? Qu'est-ce qu'il y prend? Jalousie excessive. Êtes-vous sérieux? Oui, jalousie boy. excessive, mais Vous savez, mais les quand enfants- je dis excessive, Oui, je oui. le souligne 3 fois. Non, j'ai compris. Jean, j'ai pas besoin de dessin, là, si vous me dites jalousie excessive, j'ai compris. Et je connais assez le domaine pour extrapoler et m'imaginer ce que ça peut être. Est-ce qu'elle peut passer des heures et des heures à vous questionner ou vous accuser ou de... Absolument. Bon, monsieur. À fouiller dans mes agendas, Ok. dans mes poches. Jean, j'ai le topo, là. J'ai le topo. Quel âge ont les enfants? Presque 1 an bientôt et 6 ans. 1 an et 6 ans. L'enfant de 6 ans, je veux souligner que c'est pas le mien, c'est pas Ok. moi le père Ok. biologique. Mais c'est vous qui êtes le père du bébé d'1 an. Exactement. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Curieusement, ça fait même pas 2 ans. Et en si peu de temps, en fait, ma conjointe est tombée enceinte 1 mois après notre rencontre. Ouais. Et dans une relation non protégée, mais dans laquelle je savais que ça pouvait engendrer des risques. Donc, j'ai voulu me retirer et elle m'a retenu à l'intérieur d'elle. Ouais. On a compris. Et On a donc, compris. au départ, j'ai évidemment... je lui ai dit... Elle que le ça savait pouvait- très bien qu'elle était en pleine période ovulatoire. Elle me disait que non. Oh, voilà, elle le savait très bien, elle vous a retenu, puis Et ça a résulté dans une grossesse. exactement. Vous avez quel âge, Jean? 38 ans. 38. Et elle a quel âge, cette femme-là? 31. 31 ans. Et je trouvais qu'elle est... Bon, évidemment, Vous la êtes fait- la vous êtes relation fait était avoir bien, solide. jeune, était bien jeune pour que ça voir. se produise. Donc, vous Donc, savez, Jean, est-ce qu'elle est une bonne mère pour les enfants, ou comment est-elle avec les 2 jeunes? elle est très, très attentionnée. C'est une... Oui, c'est une bonne mère dans un sens. OK. Très bonne mère dans un Parce sens. que, vous savez, Mais une d'un femme autre jalouse peut être une relativement bonne mère et être une mauvaise conjointe. Ça existe, ça. C'est difficile Oui. à comprendre parce que tu te dis quand une femme va dans des excès comme ça, les enfants pourraient être à risque Non. de subir le même traitement. Non, c'est non. ça. Une femme, un individu peut être jaloux et demeurer dans l'autre rôle, qui est le rôle de parent, demeurer un bon parent. Tout ça existe. Ça n'en fait pas automatiquement une mauvaise mère. OK. Uh-huh. Oh, c'est Mais encore plus si vous- difficile à... Oui. Oh, pour Jean. Je l'ai quand même déjà vu battre un enfant, un jeune de 11 ans, avec une ceinture. C'était pas son enfant à elle, Ouais. mais supposément que l'enfant avait manqué de respect envers sa mère à elle. Ouais, mais Jean, Et- c'est tellement fréquent au Québec que c'est à se demander si on doit se scandaliser de ça. Moi, je me suis Hey, un scandalisé enfant parce sur qu'elle a deux- pris un ma enfant sur ceinture- deux en ma 2004. ceinture pour le frapper. Et je l'ai arrêté parce que l'enfant était en train de tomber dans des convulsions. Alors, Hey, Pierre. c'était... j'ai fait, regarde, tu ne fais jamais ça devant moi, et surtout, surtout pas à nos enfants. Et donc, la relation est... Moi, j'ai le sentiment là, de marcher comme dans un champ de mines. Exactement. Et je sais pas où sont... Exactement. où sont les mines et quand est-ce qu'ils vont exploser. Donc, compte tenu de la sévérité, si la situation est sévère et grave, comme vous le dites,
Alors, vous vous retirez et essayez de faire en sorte que le bébé d'1 an soit le plus confortable possible. J'ai proposé la thérapie de couple. Ah, non, 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 non. Je ne sais pas si c'est efficace, si le processus est trop long. Bouillie pour les chats. Non, non, et à un moment donné, ça me rappelle des souvenirs. Il y avait une femme avec un conjoint plus vieux, et c'était un cas comme ça où la dame était plus. Et elle avait tellement hurlé dans mon bureau que je l'avais jamais revue. Non, lorsqu'une femme jalouse perd contrôle, elle hurle. Et elle était dans mon... Puis moi, je le croyais pas, parce que le bonhomme, il était âgé. C'était un bonhomme qui était assez âgé, avec une femme qui avait 20-25 ans de moins. La femme avait 50 ans, puis lui, il en avait 70. Et là, elle commence-tu pas à te l'accuser de 56 bébelles dans mon bureau? Et elle criait dans mon bureau. Elle était hors contrôle en ma présence. Alors, je l'ai vu une fois, j'ai dit, OK, c'est correct, là, bonsoir. Il n'y a rien à faire. Écoute, ouais. Écoute, il y a une perte de contrôle. Total. Mais pourtant, dans le cas que je viens de décrire, elle avait eu 3 enfants, très bonne mère avec les enfants. Bon, mais je t'en pense. Elle n'était pas agressive avec les enfants, très correcte, très adéquate, mais avec le bonhomme. Moi, je vous assure qu'actuellement, elle est à l'extérieur du pays avec notre garçon depuis bientôt 4 mois. Parce qu'elle s'est sauvée de l'hiver, mais bon, elle vient pas d'ici, là, elle vient d'un autre pays. Quel pays? Chaud, Cuba. Cuba. Et, tout à fait par hasard, une Cubaine? Oui. Oui, elle a réussi à se sauver? Pas se sauver, en fait, elle a été mariée avec quelqu'un ici, ça n'a pas fonctionné. Pour des raisons de jalousie, d'ailleurs, que j'ai su par après. Ah oui. Vous avez rencontré l'ex-conjoint? Oui. Et des amis de l'ex-conjoint qui m'ont confirmé les dires de l'ex-conjoint, mais... mais là, tout s'explique. C'est quelqu'un qui a fui l'esclavage. C'est une esclave. Non, je niaise. C'est drôle comme coïncidence, parce que, en introduction, j'ai parlé des 100 000 Cubains qui gagnent 20 $ par mois. Ouais. Puis là, le gouvernement vient de leur ordonner. Hein? Les médecins gagnent 20 Oui, je sais. Les autres gagnent beaucoup moins. Et vous disiez par rapport à ça, j'ai raté l'introduction. Hein. Mais Jean, si vous vous séparez, vous allez perdre votre petit garçon, si jamais elle s'en va à l'extérieur. C'est ma une peur, crainte, parce que c'est une menace qu'elle m'a faite aussi. Elle m'a dit que Jean, jamais plus. Vous savez, vous avez été arnaqué, et de se sortir d'une arnaque, ce n'est pas léger. Non, c'est pas léger, je sais. Je vous assure que vous soumettez une problématique cet après-midi là, qui me laisse pantois. Qu'est-ce que vous verriez comme petite solution parce qu'il risque de perdre son garçon? Non, regardez, Jean, il y a une chose, c'est que si la situation est telle comme vous le dites, d'abord, premièrement, responsabilité envers vous-même, sauvez votre peau. Deuxièmement, essayez de faire en sorte que les dommages envers votre fils soient réduits au minimum. Écoutez... Oui. Parce que en même temps, le fait de demeurer avec une personne, avec une femme qui est jalouse, morbide, d'aucune façon n'aide les enfants. Et qui perd la carte. D'ailleurs, j'avais demandé, la problématique, c'est... Vous l'avez dit, elle perd la carte, je le sais, je l'ai vu dans mon bureau, je le croyais pas. Le type dont je vous parle, c'est un professionnel, c'est un agronome. C'est un agronome très connu, et je le croyais pas. Je pensais que le bonhomme, à un moment donné, je me demandais même si c'est pas lui qui était délirant. Comprenez-vous? Comme s'il exagérait, mais c'était pas le cas. Puis le bonhomme, c'est un grand parleur. J'ai l'impression, il en mettait. J'avais l'impression qu'il en mettait jusqu'à temps que je sois témoin. Ouais. Mais ma conjointe présente pas ce portrait-là, ce profil-là à la face du monde. C'est une femme, très belle femme, gentille, sensuelle, chaleureuse, accueillante. C'est une manifestation là, qui ne se produit que dans l'intimité. Allez, bye et bonne chance. Dans les cas de jalousie, Pierre, comme il a été décrit tantôt, quand les crises se font devant les enfants, ça peut avoir un impact assez important sur eux autres. Est-ce qu'on a perdu? Non, je suis là. Oui, vous êtes là? Oui, je t'écoute, je suis en train de réfléchir. Je ne vous recevais plus. J'étais en train de réfléchir. Oui. C'est une crise, comme décrit, puis même ce dont vous avez été témoin, vous, devant des petits-enfants. Dans le cas qui m'intéresse, que je mentionnais, ces crises-là n'avaient pas lieu devant les enfants. C'était à part. Oui. Les enfants ne pouvaient pas entendre des cris. Non. C'était fait là dans le... Elle était discrète, elle perdait contrôle,
Mais pas devant les enfants. Parce que si c'est devant Mais les enfants... dans mon bureau, par exemple, là, c'est devenu... elle a complètement perdu contrôle. C'est là que j'ai réalisé de la sévérité du problème. Ben, parce que vous étiez un témoin, dans le fond, puis ça n'a pas arrêté la réaction. OK, on parle à Madeleine. Bonjour, Madeleine. Dr. Maillot, bonjour, Mme Ross. Bonjour, Madeleine. Je vous félicite en passant pour tout le beau travail que vous faites. Merci. Je voudrais revenir sur le sujet d'hier. J'ai essayé de vous rejoindre, je n'ai pas été capable. Allez-y. Parce que là, moi, j'ai adopté un enfant en 1976, Oui. un garçon. Et puis, je voudrais féliciter Dr. Maillot pour vraiment la méthode fondamentale, l'album de photos. Nous, c'est qu'est-ce qu'on a fait? On l'a, dès l'adoption, en arrivant à la pouponnière, on a photographié la pouponnière, on a photographié la petite couchette, où est-ce qu'il était. Ben oui. On a photographié la religieuse qui nous l'a déposé dans nos mains. Oui. Et c'était extraordinaire. On a même demandé que le baptême soit fait à la pouponnière, avec le parrain, la marraine. Et pourquoi pas? Et Oui. pourquoi pas? C'était très bien. Mais c'est quoi cette honte qu'ont beaucoup de personnes face aux pouponnières? Ah, c'était Ben voyons! extraordinaire. Puis vous devez connaître, c'était la pouponnière de la Mauricie, qui était très, très bien, super bien, très accueillant, très chaleureux. C'était extraordinaire. Fait que je dois dire à toutes les petites mamans, là, lorsqu'ils adoptent un enfant, les photographies. C'est tellement facile. Du moment qu'il a commencé à pouvoir parler, jaser, moi je dirais vers 2 ans, 2 ans et demi. On a commencé, moi j'ai commencé tranquillement. Là, j'ouvrais l'album de photos. Puis je lui racontais une histoire. Fallait regarder un livre de lecture, tout simplement, avec des images. Un enfant, il faut savoir des images. Fait que je lui montrais ça tranquillement. Là, c'est là, regarde, c'était dans cette petite couchette-là. Puis nous, on est allés te chercher. Puis c'était comme une petite fleur qui s'ouvre. C'était extraordinaire. Jamais on a eu de problème après ça avec ça. Jamais. Il est revenu sur le tapis, il disait maman, il savait fondamentalement son histoire. Exactement, vous venez de le mentionner. Cet enfant-là connaissait son histoire. Exactement. Il n'y a plus de surprise, peu importe la famille, les commentaires à gauche et à droite, il connaît son histoire. Ah oui, alors ceux qui veulent être méchants envers vous ou envers l'enfant, n'ont qu'à se rhabiller. Exactement. Ils ont pas jamais, pris. même si des petits copains, c'est lui qui leur disait, moi j'ai été adopté, puis il leur montrait même son album photo. Ben oui. Puis, être fier de ses origines. Exactement. Parce que vous étiez fier de cet enfant-là. Et la fierté, c'est comme un microbe, c'est contagieux. Exactement. Ben moi, je voulais vous dire aussi qu'on n'a pas entendu ça du tout. Je pense qu'il y a des petites mamans ou des petits papas qui ont très peur. Parce que, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on adopte un enfant? On n'a jamais l'adoption légale avant 1 an. Fait que, avant 1 an, on sait sûr qu'on est sur un qui-vive. Parce que la maman peut revenir chercher son enfant. Tu ne veux pas t'attacher. C'est Ouais, ça. Donc, pas prendre de photos, garder le moins de souvenirs possible. Exactement. Moi, je pense bon point, mais malgré ça, oui. écoutez, malgré ça, il est dans l'intérêt des enfants d'agir dans les lignes de la démarche que vous suggérez. Oui. Malgré qu'on puisse se faire... Écoutez, il faudrait qu'il y ait une différence entre des adultes et des enfants. Oui, Sommes-nous devenus à ce point pleutres? C'est une bonne suggestion, Madeleine. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a des petites mamans qui ont peur à cause de ça. Et là, les petites mamans qui ont peur, on va arrêter de les infantiliser, les petites mamans? Ah oui. Tu sais, on va enlever le mot petite, là, puis les mères, puis... les mères. OK? Oui. Bye, Madeleine. Bonjour, C'est beau, Madeleine. je vous remercie. On va au propos de Pierre maintenant. Un autre Pierre. Oui. Bonjour. Bonjour, on va Monsieur rester Pierre. avec les enfants. Là. M. Mailloux parlait de Cuba tantôt. Moi, je vais lui parler des États-Unis. Selon le National Safe Workplace Institute, il y a aujourd'hui 5,5 millions d'enfants qui travaillent illégalement aux États-Unis. Les inspecteurs du travail ont découvert dans un atelier de confection New York des enfants qui travaillaient dans des conditions inhumaines. Il y faisait si froid que les enfants pouvaient se couper les doigts en les passant sous la lame du coupoir sans même s'en apercevoir, M. Mailloux. Ouais.
Il y a des choses à faire attention. Si c'est, vous savez, on n'est pas à l'abri de ça, les abus. Une étude en 1980, M. Mailloux, portant sur 1 millier d'accidents provoqués par des machines dans 13 États différents aux États-Unis révèle que 12% des victimes étaient âgées entre 5 et 14 ans. 1 million d'enfants de moins de 15 ans participent aux récoltes en Californie, M. Mailloux. Près de la moitié des enfants avaient travaillé dans des champs encore humides de pesticides. Non, Pierre, attends, allons-y avec des bémols, là, parce que je viens d'un milieu où les enfants travaillaient, nous autres. Nous autres, on a travaillé comme enfants. J'ai commencé très tôt à travailler. Travaillez-vous dans les champs? Oui, j'ai travaillé dans des champs. J'ai ramassé du maïs. Non, mais là, les pesticides, ça, il n'y en avait pas, là. Ça, c'est la donne moderne. Oui. Non, mais M. Mailloux, ces enfants-là travaillent dans des conditions exécrables. En 1992, Burger King, le gérant de la restauration rapide, accusé d'avoir transgressé les règles régissant le travail des enfants, dû payer une forte amende, M. Mailloux. Bon, oui. Comprenez-vous, là? Oui, alors, il faut faire attention. Dans le plus beau grand pays... Il faut faire attention à quoi? La cupidité. Parce qu'aux États-Unis, monsieur Mailloux, là... Il y a une vigilance de tous les instants, c'est vrai, parce que c'est facile, c'est tentatif d'abuser. Lorsque la cupidité, M. Mailloux, devient le principe organisateur des sociétés... Oui. Là, comme Par contre, Pierre, du même souffle... fait une religion... Oui, attendez, M. Pierre... Ça, vous le mentionnez pas assez souvent dans vos missions. Quand vous parlez de violence... Monsieur Pierre, vous parlez tout seul. Ben oui, mais c'est parce que j'ai pas le temps. Ben oui, mais attendez un peu. Les nouvelles s'en viennent dans 2 minutes, puis je dois résumer un sujet quand même assez volumineux, là. Mon doux. Alors, à moins que vous me laissiez continuer après les nouvelles. Quelle faveur vous nous faites. Ben oui. Oh. Oui, parce que là, je veux parler de votre religion, le néolibéralisme. Je sais que c'est votre religion, ça. Pierre, êtes-vous un abonné à chaque vendredi, vous venez radoter là-dessus? Non, on radote. Lorsqu'on critique le libéralisme économique, on radote, M. Mailloux. Lorsqu'on touche à votre religion, vous riez, lorsqu'on touche à votre religion, 5,5 millions d'enfants exploités aux États-Unis grâce au néolibéralisme. Mais oui, vous l'avez dit. Oui, ça, on le dit pas. Alors, dites autre chose, là. Oui. M. Mailloux, 1% de la population américaine possède 40% des richesses du pays. 359 milliardaires possèdent 45% de la richesse mondiale. Ça vous dérange pas? Monsieur Pierre. Ça, M. Mailloux, ça, c'est de la violence. Oui, Monsieur Pierre. On vous a écouté. On vous a écouté. Oui. Mais dites-moi pas, on vous a écouté comme si c'était pas important. Non, il y a 300 millions d'enfants, dans le monde entier, M. Mailloux. On parle d'au moins 300 millions d'enfants exploités par des capitalismes. C'est vrai. Dénoncez-le de temps en temps. Ça ferait du bien. Comprenez-vous? Oui, on va vous faire plaisir. Juste une fois de temps en temps, M. Mailloux, parce que là, on va penser que vous êtes un apôtre de la religion, là, que vous êtes aussi borné et un demi-civilisé. Comprenez-vous? Il se pourrait très bien que je fasse partie de cette clique, malheureusement. Oui, je pense que oui, parce que vous avez des idées extrémistes de droite. Oui. Je pense que lorsqu'on essaie d'ébranler ces idées-là, là, ça vous choque. On touche à la religion. Allez, M. Pierre, bye. Alors, Pierre, vous venez de faire une promesse. Non, L'exploitation par le néolibéralisme. Non, mais c'est vrai. Janine, il y a un bon point, l'auditeur. Et quelle différence y a-t-il entre apprendre à des enfants à travailler et exploiter des enfants? La ligne peut être mince. Oui. Et pour pas la transgresser, pour pas passer cette ligne-là, il faut être attentif aux besoins des enfants, encore même dans le milieu de travail. C'est pour ça qu'il est tannant, mais on le radote un peu, mais on l'écoute parce qu'il y a un point derrière ça. Il y a une vigilance à maintenir parce qu'effectivement, il y a des individus, des familles qui, à un moment donné, peuvent être tentés de faire travailler durement des jeunes enfants. Oui. Même ici au Québec. Certainement. Pierre, on fait venir au Québec des femmes qui vont prendre soin comment on appelle ça, des aides domestiques. C'est pas déclaré. Il y a toutes sortes d'abus qui ont été dénoncés depuis plusieurs années. On le fait, ça se fait chez nous aussi. L'histoire de travailler dans des champs avec des pesticides, que ce soit des enfants, des adultes ou des femmes enceintes ou des femmes en âge de se reproduire, c'est tout aussi inacceptable. Oui. Là, l'âge de l'individu n'a rien à voir. Et à nous de ne pas acheter les produits qui sont cultivés dans des conditions inhumaines comme ça. Et c'est un domaine que je connais. J'ai opéré une ferme expérimentale où on n'a jamais acheté une miette d'herbicides et de pesticides. Oui. Et savez-vous, dans les cas, c'est plus rentable. Alors, c'est plus rentable. Ben oui. C'est pourquoi on n'en achetait pas. C'était plus payant de ne pas en acheter. Pour des rendements qui sont bien honorables, pareil.
les rendements, je pourrais t'en parler. On accueille maintenant Janine. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, Madame Janine. Oh, merci pour la belle émission d'hier. Puis il n'y a pas seulement Janine qui avait la larme à l'œil. On en avait. On vous accompagnait. Ouais, c'est rare, on ne joue pas cette carte-là à notre tribune, mais lorsque l'émotion est de la partie, on ne recule pas. Mais avec un sujet comme ça, il y avait des témoignages tellement charmants, tellement touchants que, oui. En fait, tout ce qui touche les enfants. Vous savez, on accuse souvent les médias, dont on fait partie, Janine et moi, de présenter le côté sombre de la nature humaine. Oui. Vous conviendrez avec moi qu'hier, on a présenté des sacrés beaux côtés de la nature humaine. C'était beau. Ah, ça pourrait durer une semaine, le sujet, et puis on n'en aurait pas assez. Et c'est là qu'on voit la participation des auditeurs et des auditrices. Oui. C'est aussi varié comme expérience, aussi riche, tout le monde qui appelle. Oui, j'ai toujours dit que c'était les auditeurs qui faisaient notre émission. Et vous allez avoir un autre son de cloche aujourd'hui. Attachez-vous à votre chaise. Allez. Je n'ai jamais entendu une histoire comme ça. Ça s'est passé, j'essaie d'être clair, ça s'est passé il y a 75 ans, j'ai 75 ans, et c'est dans ma famille. Oui. J'ai une petite cousine qui était seule d'enfant, alors que dans ces années-là, je pense que vous savez que les familles étaient nombreuses. Hein? Oui. Et cette petite fille ressemblait à son père comme deux gouttes d'eau. Oui. On venait chez nous, ma petite cousine, puis on l'aimait, puis elle était fine, et à tout moment, quand on la présentait à quelqu'un d'autre, « Ah, mon Dieu, que votre fille vous ressemble. » Ah oui. Alors, les parents se retournaient et disaient, « C'est une petite adoptée. » Voyez-vous, dans ce temps-là, on n'en parlait pas. Hein? Ouais. Ah, c'est une petite adoptée. Tout ça, ça Est-ce que l'enfant savait qu'elle était adoptée? Ou on chuchotait ça? On l'entendait chuchoter. Alors, nous, on ne savait pas ce que c'était, enfant adopté. On l'a su, c'est-à-dire, moi, vers l'âge de 10 ans, j'entendais des enfants qui étaient adoptés, je pleurais, bon, en tout cas, j'étais tout croche avec ça, moi. Pas comme beaucoup de monde dans le temps. Tout ça, je vais vous faire une histoire courte, là, pour arriver vers tout près de 30 ans. La fille est prête à se marier, demande des papiers pour découvrir que c'est son vrai père et sa vraie mère. Ce couple-là a eu un enfant, ils n'étaient pas mariés. Ils ont laissé l'enfant en adoption à la crèche. Ah, je comprends la pause. C'est ça, le point. Parce que c'était une enfant qui était née hors du fameux mariage. Exactement. Cette sainte institution québécoise. Je n'ai jamais entendu une histoire comme ça. Et c'était ma petite cousine. Elle était seule d'enfant. Oui, je comprends la pause. Mais pas adoptée du tout, c'est ça. Ce qui est arrivé, ils l'ont placée pour adoption. Ils ont attendu quelques mois, une année. Ils se sont mariés ensemble. Ils s'aimaient vraiment. Ils se sont mariés. C'était des bonnes personnes. Ils se sont mariés ensemble et ils sont ensuite allés chercher l'enfant à la crèche. Oui, je comprends la pause. C'est notre petite adoptée. Vous savez, dans la tribu québécoise, vous conviendrez avec moi qu'on a toujours invité et incité à l'hypocrisie. Et ça ne nous honore pas. Ah, pas du tout. Hein? On est d'accord là-dessus jusque-là? C'est bien, absolument, absolument. Mais quel exemple d'incitation à l'hypocrisie? Avez-vous déjà entendu une histoire comme ça? Non. Jamais, non, elle est basse celle-là. Mais elle fait partie de notre culture. Oui, écoutez bien. Là, la personne est rendue à près de la trentaine, veut se marier, et c'est là qu'elle a découvert que c'était ses vrais parents. Et ses parents n'étaient pas tout à fait d'accord avec le choix de son mari, en fait, toutes sortes de choses, là, mais du bon monde. Et à ce moment-là... Non. Ses parents n'étaient pas du bon monde. C'était des lâches, comme il y en a rien qu'en masse dans le Québec. Ils ont subi la pression, peut-être. Janine, les excuses. Les victimes de la culture québécoise. Il y a 75 ans. Des lâches, des pleutes, comme il y en a en masse au Québec. Savez-vous quelle était la réaction? La réaction de la fille? Non. Fâchée, moi j'aurais été la même chose. Elle a décidé d'être enceinte avant de se marier exprès pour remettre ça à ses parents. Allez, bye Janine. La vengeance. Merci Janine. Ouais, j'avoue que l'histoire finit d'une... Ouais. Il y en a des morons au Québec que ça nous plaise ou pas. On parle maintenant à Viviane, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, Viviane. Bonjour, Madame Ross. Bonjour, Docteur Mayou. Oui. J'aime beaucoup votre émission que j'écoute assez souvent, qui me permet d'évoluer et de m'affirmer. Oh! Oui. Évoluer et vous affirmer? Oui. Là, je comprends pourquoi je reçois tant de lettres de bêtises. Oh, ben là... Hey, si notre tribune permet à des individus, puis je comprends qu'on me traite de dangereux. Oui, parce que les gens, ils veulent pas évoluer ni s'affirmer, alors ils sont bien dans leur carcan, comme on dit. Là, si notre tribune là, incite ou invite des personnes à s'affirmer, je comprends, on devient dangereux là pour le statu quo. Le troupeau de moutons va avoir de la misère à continuer. Vous dites des choses qu'il faut tenir compte, puis des choses vraies, la réalité. Ben, allez-y, on va. Puis je voudrais aussi vous dire un grand merci à vous deux, avant de commencer, là. Moi, mon problème, c'est surtout ma mère. C'est que moi, je suis née en Égypte, ok? Oui. Puis mon père a divorcé ma mère quand j'avais 11 ans. Puis à l'âge de 15 ans, je suis venue au Québec. Oui. J'aime beaucoup le Québec. Je ne l'ai jamais quitté. Je suis bien adaptée et tout. Oui. Puis, mais ma mère, je ne l'ai pas vue souvent. Mais à l'âge de 18 ans, je l'ai vue. Puis là, ensuite, elle vit actuellement à Buffalo, aux États-Unis. Puis mon père est décédé il y a 3 ans. Mais c'était une personne qui toujours me reprochait et puis toujours critiquait mon père, que c'est un monstre qui nous a pris d'elle, qu'elle n'a pas eu le temps de nous élever, qui nous a monté contre elle. Mais moi, j'adore mon père. Elle dit, toi, si tu fonctionnes, c'est parce que ton père t'a aimé plus que les autres. Toujours, elle me dit, ton père t'a aimé plus que les autres. Puis mon père, il est décédé il y a 3 ans. Puis mon père, il regrettait d'avoir divorcé ma mère. Il dit, j'aurais dû rester avec elle, la famille serait restée unie, ta sœur ne serait pas itinérante, parce que j'ai une sœur itinérante. Ouais. Il pleurait beaucoup, il m'appelait au téléphone, dis à ta sœur de venir chercher l'argent où elle dort. Puis c'est un homme que sa femme nous empêchait d'aller le voir, parce qu'elle était très jalouse, puis elle voulait avoir non, toute sa vous êtes famille. mauvaise langue. Il n'y a pas une femme qui empêche les enfants d'aller voir leur père. On devait le Hier, voir. il y a un ostrogo qui m'a appelé pour dire que c'est ça, Mayou, avec ton matriarcat. C'est pas les femmes qui mènent au Québec, c'est les hommes qui mènent. Et là, on en reçoit plein de témoignages. C'est les femmes qui mènent la relation conjugale, puis voguent la galère. Oui. Alors, l'ostrogo qui m'ostinait là, hier ou avant-hier, là, aurait peut-être avantage à vous écouter plus. Ben, des femmes, ça mène. D'ailleurs, moi, j'ai un de chambre que c'est sa mère qui mène, qui prend tout l'argent, qui mène tout. Ben, Sa sœur, c'est la Viviane, même pauvre chose. Viviane, faut être sourd, aveugle. D'ailleurs, je lui dis souvent, docteur Mayou, à mon chambre, a dit qu'il y a des femmes contrôlantes, dénigrantes, des picoteuses, puis je fais référence des fois à sa mère, puis il est d'accord que sa mère est comme ça. Elle C'est critique plein de toujours. femmes comme ça. Peu importe la nationalité, c'est Oui. plein de femmes comme ça. Et ce qui arrive dans toutes les nationalités, c'est malvenu de critiquer les traits de caractère, les personnalités ou les attitudes féminines. Oui. Et je l'ai appris à mes dépens, ça, que... Écoutez, la bouchée était grosse. Lorsque j'ai commencé à critiquer certaines attitudes féminines, les bonnes femmes s'envoient des courriels, ils ont le fou derrière. Mais ça fait partie. On peut critiquer les hommes, on peut critiquer les femmes. Oui. C'est comme ça. Moi, j'ai... Il y en a des bonnes, il y en a des pourries, c'est comme ça. Moi, je suis d'accord avec vous, parce que moi-même, je suis une femme, puis je vois que des femmes agissent exactement comme vous le dites. Alors, je ne peux pas dire que vous critiquez à tort. Je les vois dénigrer leur mari, puis contrôler tout l'argent, contrôler leurs enfants. Oh, vous n'êtes pas sérieux. Ça n'existe presque pas au Québec. C'est anecdotique. C'est-à-dire qu'il y a juste quelques cas qui font ça. La deuxième femme de votre père, Viviane, elle est comme ça? La deuxième femme de mon père, quand il a vieilli, mon père a une grosse fortune. Et puis, elle voulait l'éloigner beaucoup, toujours de nous, mais en dernier, il était malade, puis elle l'empêchait, on devait le voir dans des centres d'achat. Parce que si on vient à la maison, il faut qu'elle soit pas là, puis elle fait des jalousies. Elle avait peur à ses finances. Oui, à ses finances, Ouais. elle lui disait toujours, elle lui faisait toujours des remarques comme quoi il veut qu'elle lui lègue toute la maison en son nom. Mais mon père a dit non, je te lègue la moitié, puis l'autre moitié à mes 3 enfants. Oh. Puis Elle devait fumer de partout, cette chair. Oui. Oh. Puis en plus, quand il était à l'hôpital... Vous avez jamais vu monter de la boucane, là? Puis, Elle devait être furieuse. pire que ça... Il y a un docteur homme qui ose Mayou, dire à une femme, tu vas avoir seulement la moitié, l'autre moitié, c'est à mes 3 enfants. Oh, votre père, quel sacrilège. Puis en plus, là, il était à l'hôpital et il a eu maladie des poumons, il a fait une chute. Puis en plus de ça, les docteurs de l'hôpital Sacré-Cœur, les infirmiers lui ont dit, c'est un homme qui a plus sa tête, tu peux pas amener
un notaire pour signer. Elle a appelé le notaire de la famille qui a refusé. Elle est allée appeler une femme notaire. Elle l'a amené quand il sortait du coma depuis 2 mois. Puis elle l'a fait signer un autre testament. Tout en sa faveur à elle. Ouais, bravo! Alors là, c'est fait. Vous avez été... Dans le fond, vous n'avez pas eu droit à votre part. Non, mais là, on est en cours. Oui. On a tous les médecins vont venir. Là, Mais Viviane, cet après-midi, je reçois mal votre appel. Je reçois mal votre appel. Vous savez, une particularité de la féminisation dans beaucoup de professions a été d'humaniser ces professions-là. Je reçois mal votre appel, là. Alors ça, c'était exceptionnel qu'une femme notaire fasse une affaire comme ça. Parce qu'habituellement, les femmes de carrière humanisent les professions. Et là, vous êtes mauvaise langue après-midi. Vous prétendez que c'est pas correct ce qu'elle a fait. Oui, puis on est en cours, puis on sait que cette partie-là, on va la gagner, parce que le directeur de l'hôpital, il a dit qu'il va venir en cours pour... Hey, combien il y a d'argent dans le pot? Pardon? Combien il y a d'argent dans la cagnotte? Environ 1 million. Bateau! Hey, vous devriez m'appeler, puis j'aimerais ça être expert là-dedans. Hey, quand il y a beaucoup d'argent, ça me stimule. Bye, Viviane. Vous le feriez gratuitement, là? Hein, pour la cause, Pierre? Pardon? Vous le feriez gratuitement pour la cause? Non! Non, une grosse cagnotte comme ça. Mais, Janine, sérieusement parlant, je badine un peu, là, mais le cas présenté par Viviane, c'est fréquent. Et ça va être de plus en plus fréquent. Avec les familles et ce matin, on va y revenir tranquillement la semaine prochaine. Janine, je t'invite à lire dans la presse l'éditorial de Katia Gagnon. D'aujourd'hui? Yes. Bon. À lire. Alors, on va y s'en mettre qui est passé. Parce qu'on m'a accusé, puis on m'accuse encore régulièrement d'être misogyne, d'haïr les femmes, puis d'haïr le monde entier. Mais il y a peut-être des choses, là. Bon, à lire. OK. On parle à Linda maintenant. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Dr. Mayou. Madame Ross, vous m'excuserez, j'étais un petit peu nerveuse, là. Oh, c'est compréhensible. Regardez, je vous appelle parce que j'ai confiance en votre jugement d'abord. C'est que je vais aller à la fin de l'histoire, comme vous dites souvent. Oui, commencez par la fin, mais on va meubler l'appartement. Bon, là, je rencontre un psychologue. Oui. Suite à une agression, qui n'est pas sexuelle en passant, là, mais je ne veux pas trop donner de détails pour toutes sortes de raisons. OK. Là, ce psychologue-là, je vais le revoir pour débuter une thérapie bientôt, parce que là, il a diagnostiqué une dépression post-traumatique. Ah oui. Le psychologue, ça. Oui. Les psychologues, ils sont pas formés pour faire des diagnostics comme ça. Puis en plus, ils n'ont pas le droit de le faire. Ben là, j'ai le rapport d'évaluation entre mes mains. Oui. Ben là, une dépression, vous savez, les diagnostics, il faut être médecin. En tout cas, continuez. Oui. Ben, je peux vous lire l'évaluation multiaxiale. Ah oui? Et oui? Vous êtes bien sûr que l'évaluation multiaxiale est signée par un psychologue? Absolument. Ben, il est en train d'exercer la psychiatrie, madame, votre psychologue. Ben là, j'ai un problème. Pardon? Est-ce que j'ai un problème? Ben non, si Pierre, un psychologue qui procéderait comme ça, là. Ben, il n'y a pas le droit. Il est psychiatre. Il est peut-être psychiatre, parce que lui, il joue au médecin, là. En tout cas, continuez. Il travaille pour ce que je dois le dire. Non. Oui, c'est ça. Dites-le pas. Il y a quelque chose en dessous de ça, là. Et là, vous appelez pourquoi cet après-midi-là? C'est parce que lui, justement, il m'a proposé la prise de médication, mais de demander à mon médecin de famille. Oh non, ça sent mauvais, là. Ça pue, là. Non, le psychologue qui vous fait un diagnostic, OK, qui vous dit que tu devrais prendre tel... Non, il n'y a pas nommé de médicaments. Non, ben dites à votre médecin... C'est justement pour ça que je vous appelle. Non, dites à votre psychologue d'aller faire son cours de médecine, OK? Au palais. Oui, dites, non, j'y veux vous au médecin, au psychiatre qui a le faire le cours de médecine, sa spécialité de psychiatre, puis après ça, il va vous faire un beau diagnostic, puis si vous avez besoin de colonne, il va vous en donner. OK? Bye, Linda. D'accord. Bon. Ben là, je vais aller voir son médecin. Et je sais que ça se fait. C'est pas de la blague, là. Il y a des psychologues qui, ils font le diagnostic, puis là, tu vas aller te faire prescrire telle affaire par le docteur. Hey, pardon? Oui. Allô? Une espèce de pratique conjointe, mais Pierre... Allô, mon petit casse, si tu veux pratiquer la psychiatrie, pas de problème, on en manque au Québec. Au plus,
Au plus, là, un psychologue, Pierre, pourrait dire ça pourrait être, ça pourrait être, ça pourrait être. Allez voir votre médecin. Là, Ça, il pourrait dire ça, même là. Même là. C'est émettre des hypothèses. On a-tu 2 minutes? On a-tu 1 minute et demie? Oui, oui. Bon, regarde. Dame qui m'est référée, supposément en dépression. Oui. OK? Je l'écoute. Je l'écoute 3 quarts d'heure. Je fais passer des tests. Résonance magnétique cérébrale. 3 métastases au cerveau. Bon. Alors, c'est pas une dépression du tout, là. Comprends-tu que... Oui, oui. Hein? Oui. Comprends-tu que parfois, là, ça prend un médecin? OK. Oui. Je te donne ça comme exemple, là. Mais dans le cas de Linda, Pierre, il y a eu agression. Alors, c'est peut-être facile de passer, de sauter au diagnostic ou de penser que... L'hypothyroïdie, tu peux très bien avoir subi une agression puis être en hypothyroïdie aussi en même temps. Qui peut induire une dépression? C'est ça, quelqu'un qui fait de l'hypothyroïdie. Oui. Ça, vous en voyez régulièrement. Il paraît qu'il y en a de plus en plus. Là, les gens qui ont des déséquilibres thyroïdiens. Psychologue qui va au docteur, hey, l'évaluation multiaxiale. Hey, qu'est-ce que tu fais là, mon petit casse? Par contre... Où c'est que t'as appris ça? Hey, les formations sur le tas, là. Wow, va te faire former officiellement. Tu sais, je veux bien qu'on fonctionne à l'occasion comme une république de bananes, mais on convient-tu qu'on ne soit pas complice de ça? Le rôle du psychologue, Pierre, pour préciser, là, le médecin rencontre Linda, par exemple, et elle explique, là, lui pourrait dire, ça aurait l'air d'une dépression post-traumatique. Est-ce que lui pourrait dire, par exemple, allez en thérapie, moi je vous donne des médicaments, et allez vous faire aider par un psychologue. Ça serait correct. Ça serait déjà plus intelligent. Oui. Non, pas l'inverse. Parce qu'il y en a qui vont dire, ils peuvent pas prescrire, même avec un doctorat. Aujourd'hui, les psychologues, je pense qu'ils peuvent se rendre au doctorat. Les nouveaux, là, c'est des maîtrises de doctorat, c'est fusionné. Janine, les psychologues ont construit leur empire au Québec en illusionnant et en étant des véritables faussaires. Avec leurs lettres, ils se font appeler docteurs parce qu'ils ont fait un doctorat. Oui. Quelqu'un qui fait un doctorat en chimie, OK? Est-ce qu'il est apte à recevoir du monde pour les traiter? Alors, ils ont joué sur l'ignorance de la collectivité, eu égard à leur titre, pour mieux les tromper. Mais et j'ai hâte que ça cesse. Au niveau du diagnostic, ils peuvent aider. Quand j'étais résident, le petit casse était psychologue, il voulait se faire appeler docteur. Hey, c'était monsieur. Oh, il était pas content, monsieur. Parce que là, il peut avoir mes non, là, écoute, chorie-moi pas, t'es pas médecin. Alors, dans le langage populaire au Québec, quand on dit docteur, c'est un médecin. Oui. Quelqu'un qui a un doctorat, un diplôme de docteur, c'est un médecin. Et les psychologues sont entrés par la porte d'en arrière en trompant le public grâce à leur titre. Cependant, ils peuvent être utiles. Hein, c'est ça, Pierre. Mais ils peuvent être utiles, les psychologues. Ben oui, c'est à un moment donné, c'est ça. Mais je comprends votre point, là. J'en suis pas là. Ils sont pas des médecins, effectivement. Oui, ben là, écoute, je veux pas. Ils se font appeler docteur. Hey, allô? Ouais. Achetez vos meubles directement des fabricants. OK, alors Pierre, on continue l'émission, la tribune téléphonique du vendredi en compagnie de Julie. Julie. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Julie. Oui, bonjour. Moi, c'est la première fois que je vous appelle. Là. Je suis pas nerveuse, mais très nerveuse. Oui. C'est que je vais essayer de continuer avec vous. Moi mon sujet, c'est sur le rejet, que ça fait des années que je vis depuis mon enfance. Puis que j'ai étudié beaucoup sur l'hypocrisie. Moi, c'est des femmes que j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à vivre. Mm-hmm. Puis c'est ça, moi, c'est ma sœur, là, ça fait des années qu'elle me parle pas. Mm-hmm. Depuis que je suis au monde, je pense que je me demande si elle a aimé ma naissance, parce que depuis que je suis au monde, là, elle m'ignore, puis c'est comme si... Elle a le droit de ne pas avoir été contente, elle a le droit de ne pas vous parler. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Oui, ce n'est pas parce que vous avez une mère commune qu'elle doit s'intéresser à vous. Non, c'est pas nécessaire. Mais par contre, la mère là-dedans, ça, c'est important. Oui, c'est ça, c'est la mère là-dedans, là, oui. C'est ça, ma mère là-dedans, là, elle n'a pas beaucoup aidé aussi la situation, parce que... étant donné que, écoute, c'est la sœur aînée, puis j'ai juste une sœur. Oui. Mais ça, je m'attarde pas à ça. Qu'est-ce qui me non, fait... la relation avec votre sœur, ça ne m'émeut pas.
Jusque-là, il n'y a pas de problème. Écoutez, Non. parce qu'à l'intérieur d'une même famille, il peut y avoir très peu de compatibilité entre les enfants. Ça peut arriver Effrayant. entre deux enfants et que ces enfants-là n'aient rien à se dire ou à partager. Pas de problème. Beaucoup. C'est correct. C'est ça. C'est pour ça, Pierre, que je disais, au moins si la relation était bonne avec la mère, ça c'est plus important. Hein? Ben, avec la mère, moi j'ai plutôt joué en mère avec ma mère. Là. Parce qu'à ce moment-là, il y avait dans mon adolescence, là, elle avait beaucoup des troubles et tout ça avec mon père. Oui. Donc, Elle vous a utilisé à des fins de confidente? ben oui, ben j'étais comme un ami pour elle. Là, Ben oui. à ce moment-là. Oui. Vous savez, il y a un gros pourcentage de femmes au Québec qui ne sont pas adultes, malheureusement, et qui vont utiliser leurs adolescentes comme des amis pour se confier, obtenir du support de la part de la jeune pour vaincre le grand problème existentiel. Oui, mais c'est ça. Fait que ça n'a pas changé aujourd'hui, là. Puis c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça continue encore aujourd'hui, là, comme vis-à-vis mon conjoint. Oui. Lui, il y a une jeune fille, moi je l'ai connue à l'adolescence, là, je peux pas dire la pire âge, là, mais 14 ans. Puis c'est ça, il y a eu, c'est normal, là. Mais qu'est-ce qui continue? Là, Attendez, Julie, vous m'avez perdu. Qu'est-ce qui continue avec votre conjoint? Vous dites, ça continue avec mon conjoint. Il y a le rejet, l'envie, dans le fond, parce que ma soeur, elle m'a tout Attendez, toujours Julie, attendez, vous allez trop vite. Articulez mieux. Oui, OK. Qu'est-ce qui continue avec votre conjoint? Qu'est-ce qui continue avec mon conjoint? Mais on dirait que je revis les mêmes choses que quand j'étais jeune, vis-à-vis ma soeur, vis-à-vis le féminin. Sa petite fille, c'est l'adolescente de votre conjoint qui pose des problèmes. Vous avez dit au début, j'ai des problèmes avec les filles. Pas du tout, elle. Oublie ça, là. Oublie ça, encore aujourd'hui. Mais jusque-là, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas à vous accepter. Non. Vous êtes en relation avec le père, vous n'êtes pas en relation avec elle. Elle a une mère, cette jeune-là? C'est ça. Bon, alors, là, ça, ce n'est pas un problème. Il est où le problème, Julie? Ben, le problème, c'est la mère. Elle appelle tout le temps pour menacer, puis... Menacer quoi? Menacer ma maison, menacer mes biens. Attendez un peu. Quelle mère? La mère de la fille de mon conjoint. OK. La mère de la fille de votre conjoint vous appelle pour vous faire des menaces? Toujours. Oui? Ça fait des années. Depuis combien de temps que ça dure? Ça fait 6 ans. Est-ce qu'elle a déjà passé à l'action? Non, mais à chaque année, ça se répète. Et qu'est-ce qu'elle fait comme menace? Non, elle n'a jamais passé à l'action. Jamais. OK, mais elle fait quoi comme menace au téléphone? Oui, ça souvent, oui. Elle fait quoi comme menace? C'est surtout quand c'est le temps, là, à chaque année pour les impôts, là. Oui. C'est normal. Écoute, qu'est-ce qu'elle fait comme menace, Julie? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous menace de quoi? Elle menace comme elle va détruire, elle va tout détruire qu'est-ce qu'on a, puis autrement dit qu'il n'y a pas de, Bon, écoutez, Julie, c'est très simple. Prochain téléphone, vous vous procurez une petite enregistreuse et vous enregistrez ça, puis vous amenez ça chez un avocat. Et vous lui faites servir une mise en demeure, sinon une plainte au criminel. C'est vite réglé, ça. Ça prend pas 6 ans avant de régler ça. Oui, on n'a pas le droit de faire des menaces. Vous enregistrez la conversation, vous amenez ça chez un avocat, et l'avocat verra avec vous, là, quelles mesures qu'il y a à prendre, soit la mise en demeure de bien vouloir ne plus jamais vous importuner. Cette fille-là, Pardon? Elle est rendue à 19 ans, là, elle va aux études aussi encore aujourd'hui. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Oui. Ce que je viens de vous dire, là, c'est... L'enregistreuse, c'est d'enregistrer ça, puis à la cour... Chez l'avocat, et vous amenez ça à un avocat. D'accord? Les avocats acceptent ça. Oui, écoutez, emmenez ça à un avocat et vous verrez le plaisir que vous aurez. Bye! OK, merci. Bye. Bonjour, Julie, pour que ça cesse l'intimidation, là. Oui. À un moment donné, ça va faire. Après 6 ans, il y a des gens patients. Même si, vois-tu, le monde, il y a eu dans les journaux parution d'articles à l'effet que certains juges n'acceptaient pas les enregistrements. Mais quand tu portes plainte
OK, contre quelqu'un, ou que tu vas chez l'avocat et tu as un enregistrement, les choses ne se passent pas de la même façon. Ça va vite et pas à peu près. OK? C'est ça. Puis même, Pierre, on suggère qu'il y ait au moins, il faut qu'il y ait un témoin, par exemple. C'est pas une à une, il faut qu'il y ait 3 personnes. Ça, on nous avait dit ça récemment. Non, mais pour ce qui est pour ce qui est des menaces au téléphone, souvent, il n'y a pas de témoin. Oui. Mais lorsque c'est enregistré, là, oh, que c'est pesant. Oh, que ça fait mal. C'est dur à contester. Exactement. Voilà. Exactement. Janine? Oui. Juste un petit commentaire, si tu me permets, très bref. Chicoutimi, un auditeur, Michel, nous informe que Chicoutimi est un mot indien, effectivement, qui veut dire « jusqu'ici, c'est profond », référent au Saguenay. Oui. OK. Comme Québec voudrait... Pardon? Il y en a qui connaissent leur histoire, qui connaissent l'origine des noms. Oui. Oh, oui. Et Québec voudrait dire passage rétréci. Parce que le fleuve se rétrécit beaucoup à Québec, là où est le pont de Québec. Oui. Alors, je t'écoute. Pierre, on a un courriel ici. J'aurais le goût qu'on y aille parce que cette personne-là dit au secours. Oui. C'est une femme qui vit avec, elle dit, bon, c'est un narcissique. Elle dit, même Dieu pourrait pas coucher dans le même lit que lui, quasiment. Elle lui donne de l'argent, elle lui donne $600 pour un mois, pour le loyer et quelques paiements. Elle dit, il paye des choses. Mais il a fait tellement sentir comme quoi il ne contribue pas suffisamment qu'il dit, je ne mange plus. Il m'insulte, il y a des propos envers moi qui sont dégradants. En tout cas, comment on peut rester dans une situation comme ça? Comment on peut? Elle dit, j'ai plus d'argent pour m'en aller. Je suis obligée de chercher des emplois sur Internet. Je suis démolie, c'est ce qu'elle dit. Janine, lorsqu'on fera l'étude de la qualité des relations conjugales au Québec, ça va être exactement comme les études portant sur la brutalité envers les enfants. On va tomber en bas de nos chaises. C'est incroyable le nombre de conjoints, de relations conjugales, qui s'insultent, qui se détruisent. C'est épouvantable. Quand tu en es rendu là, Pierre, il me semble qu'il n'y a plus rien. C'est fini. Il n'y a plus de relations affectueuses. Non, il n'y a plus ce que tu comprends pas, c'est qu'il y a beaucoup de vies conjugales où il n'y a aucune affection. C'est pour ça que je pestifère autant contre l'institution du mariage. Mais même pas mariés. Pierre, il y a des gens qui vivent sont même pas mariés. On a fait à croire. Vois-tu, l'affection ce n'était pas des valeurs cultivées. C'était, je suis à toi, t'es à moi. C'était une appropriation. Et culturellement, beaucoup de Québécois conçoivent la vie conjugale comme une appropriation. T'es à moi, et puis c'est comme ça. Que tu sois marié ou non, parce qu'il y a des conjoints c'est la même affaire. Tu comprends, mais on a cultivé des attitudes extrêmement malsaines. Oui. Alors, pour répondre à cette dame-là, OK? Moi, j'aurais le goût de lui dire, on s'en va. Peu importe, on trouve qu'on s'en va. Moi, je dirais ça. Vous, que diriez-vous? Rien. Je vais simplement lui souhaiter qu'elle puisse grandir un peu avant de quitter. Ouais. Parce que ma crainte, si elle part, c'est que 3 semaines plus tard, elle va rencontrer un autre moron comme celui-là. Il y en a en masse dans le décor. Alors, il faut qu'elle aille. Alors, par contre, si elle réussit à grandir avant de quitter, il y a beaucoup moins de chances qu'elle soit récupérée par un autre moron. Belle réponse. Et on parle à Lynn. Bonjour, Lynn. Oui, bonjour. Bonjour, Lynn. Bon, Doc Mayou. Bonjour, Janine. Bonjour. Bon, c'est au Doc Mayou, je veux parler, là. Ben oui. Et là, s'il vous plaît, là, le pape, là, il pourrait-tu écrire sa paix sacrament? Il est à veille de mourir, cet homme-là, là. Pourquoi qu'il s'agente de même, là? Lynn, vous avez un point. Et pour une fois, mes propos n'étaient empreints d'aucune agressivité. C'est un vieillard qui est malade, auquel on a fait une trachéotomie, et à titre de médecin, je m'interroge énormément sur le bien fondé de cette mesure-là, et je me demande si on n'est pas en train de verser dans l'acharnement thérapeutique. Non, ils veulent se donner bonne conscience de le tenir en vie, mais qu'ils laissent donc mourir en paix. Il attend-tu qu'il meure à la place publique? Si c'était mon père, il l'aurait pas traité comme ça, j'aime autant vous le dire. Ouais. Mais là, Doc Mayou, je ne tolérerai pas que mes proches, mes parents, à 84 ans, se fassent faire des trachéotomies comme ça. Je regrette. Dans le contexte que nous connaissons,
À mon humble avis, c'est inadmissible si on se prétend le moindrement civilisé et sensible à l'être humain. Et Pierre, une petite question. Alors, je ne fais pas de religion, je suis pas anti-religieux, je suis anti-religion, ce qui est très différent. Une question médicale. Lynn, je m'excuse juste une minute parce que vous apportez le sujet. J'ai entendu tantôt, quand on fait une trachéo, moi je me suis dit, c'est une chirurgie, on perce le larynx pour que l'air passe. Non, pas le larynx. Non, on perce en bas. On perce en bas, on perce la trachée. Pour aller dans le tube où l'air circule jusqu'au poumon, mais plus bas que le larynx, que la pomme d'Adam. C'est 2 pouces en bas de la pomme d'Adam. Alors on fait un petit trou, puis là on met un tube pour qu'il puisse respirer par là, et non plus par la bouche. Mais ne pouvant plus respirer par la bouche, évidemment, il ne peut plus parler. Mais ça se rééduque. Comprends-tu? Oui, mais on disait qu'il avait mangé, Pierre, ce matin. Moi, je me suis dit, on disait ce matin qu'il avait mangé du bourgour ici. Est-ce que c'est possible? Ben oui, parce que on a 2 tubes dans le cou. On a l'œsophage et les tuyaux aériens, les tuyaux pour l'air. Alors, l'œsophage, qui est le tube qui va à l'estomac, est derrière les tuyaux pour l'air. Donc c'est possible. Alors, on peut faire une trachéo et l'individu peut avaler. Même s'il y a une enflure, un édème, après c'est parce que c'est une chirurgie? Non, il n'y a pas d'édème avec ça. C'est très simple. Ils prennent un bistouri, puis ils coupent, tout simplement, puis ils rentrent un tuyau. C'est pas compliqué. Maintenant, là, respirer avec ça, il était sur le respirateur. Il y a 84 ans. Il est plus... Là, on va lui demander de parler. Et pour parler, il faut bouffer le trou. Je veux parler, là. Oui, allez-y, Lynn. Moi, je trouve ça écœurant. Là, ils vont le mettre peut-être branché sur des tuyaux, là. Il l'a été branché pendant un bout de temps. On l'a débranché. Semble-t-il, aux dernières nouvelles, qu'il les respire seul. Bon, ben, en tout cas, qu'ils laissent mourir en paix. En tout cas, moi, quand je vois des gens, là, sur leur lit d'hôpital, puis qu'il y a des proches qui disent « Ah, laisse-moi pas, va-t'en pas. » Hey, moi, je voudrais pas ça sur mon lit d'hôpital, là, quelqu'un me dirait « Va-t'en pas. » Hey, crisse-moi à paix, là. Là, j'ai pas le goût de te parler, là, je suis en train de mourir, là, tu comprends-tu? Bon. Là, ma deuxième... Oui, là, j'ai fini avec la patte. OK. Ma deuxième affaire, là, c'est vous, M. Mailloux, là. Oui. Moi, là, je vais vous dire une affaire. Vous parliez des femmes grassettes, vous qui rencontrent pas des hommes. C'est pas vrai, ça. Voyons donc, est-ce que vous en allez avec vos skis, vous? Je vais vous dire une chose, Doc Mailloux. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des hommes qui aiment les femmes grassettes. Il y a des hommes qui aiment des toutes piques. Puis vous, le Doc Mailloux, là, quand vous parlez des femmes, là, vous n'avez pas gros sur le mince, vous, soit dit en passant, là. Si une femme vous tient dans ses bras, là, moi, j'aurais peur de vous casser en deux, soit dit en passant. Lynn. C'est qu'il y en a pour tous les goûts. Hey, moi, j'ai rencontré un homme en fin de semaine. C'est pas vrai ce que vous dites. Regardez, je vais vous dire ceci. Écoutez, Doc Mailloux, écoutez-moi là. Moi, j'ai 56 ans. J'ai rencontré un gars de 27 ans cette semaine. Je vais vous dire mon poids. Je pèse 180 et je mesure 5 pieds 5, mais mon poids, ça paraît pas que je pèse ça. Ça dépend comment les graisses sont réparties. Lynn, vous n'êtes pas grossette. De 27 et de 20 ans. Ben oui, vous n'êtes pas grossette, vous êtes grosse. C'est pas pareil. Ben oui, vous êtes maigre. Ben oui, c'est vrai que je suis maigre. C'est vrai que je suis maigre. C'est le fun pour une femme de tenir un homme maigre dans ses bras comme ça. Je le sais bien. Je vous ai pas dit que les femmes m'aimaient. J'ai jamais dit ça. Je vous ai révélé une statistique. Bon, je me reprends. C'est pas mes goûts personnels, là. Non, mais ça m'enrage, ça, moi. Oui, attendez, enragez-vous pas contre le messager. Quand le message vous plaît pas. C'est Statistique Canada. Ils ont fait une étude dans tout le Canada, puis ils ont découvert, OK, que 92% des hommes n'étaient pas attirés vers les grosses, mais qu'il y avait 8% qui l'étaient. C'est pas vrai, Doc Mailloux. Bon, ben, OK. À ce moment-là, écoutez, je vais pas plus loin. Ça se peut que vous ayez raison, la statistique a été mal faite. Ça se peut. Doc Mailloux. Oui. Un instant. Je rencontre des gars de 20 ans qui veulent coucher avec moi. Ils disent, laisse-toi faire. Puis j'ai 54 années, moi. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Je vous ai dit qu'il y a 8% des hommes... C'est pas les statistiques, là. Ils savent souvent, eux autres. Calice. Voyons donc. C'est vrai. Allez, Lynn, j'aime ça. OK. C'est beau, vous avez quelque chose de sain en vous. J'aime ça. Elle s'assume. Elle a du drive puis de la libido. C'est bon. Ben oui. Allez, bye, Lynn. Bonjour. On va maintenant au propos de Francine. C'est ça, Francine? À qui on parle, oui? Oui, bonjour, madame. Bonjour, docteur Mailloux. Bonjour, Francine. Je vous appelais en premier parce que
Je vous ai vu à la télévision cette semaine, puis mais le courriel que vous venez de recevoir, ça m'a interpellé au plus profond de mes tripes. Parce que moi, j'étais victime l'année passée d'un homme comme ça. Puis ça s'est terminé qu'il me faisait des menaces. Il voulait tirer tout le monde qui m'entourait. J'étais plus capable de sortir de là. Sa mère, qui restait au deuxième, elle me checkait tout le temps. Une vieille chipie, comme ça se peut pas. Puis là, il me menaçait de me tirer. Puis un moment donné, il a braqué une arme sur moi juste pour faire semblant, juste pour me niaiser. Et puis, j'ai laissé ça de côté. Je dis, voyons donc, arrêtons de niaiser, de faire des affaires de même. C'est une vraie tragédie, ça. C'est une tragédie. Il y a un pourcentage de maudits morons au Québec, ça n'a pas de bon sens, qui s'amusent à terroriser des femmes. Il y a un pourcentage d'hommes au Québec qui sont profondément lâches. Et ça, c'est... Est-ce que c'est ça de vouloir, Pierre, écraser la conjointe à ce point-là? Tu sais, tu dis... C'est fréquent, mais c'est pas rare. Ça frise pas la maladie mentale, le déséquilibre? Non, pas du tout. L'instinct, c'est un instinct d'appropriation qui a été cultivé par la religion catholique. C'est ça que je vous dis qui est malsain dans la religion. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Les morons, les hommes gorilles, ont utilisé la religion pour justifier leur comportement de gorille. C'est pas difficile à comprendre. C'est pour ça qu'il faut être bien conscient que les religions ont des effets pervers graves. Mais Francine, comment vous vous êtes sortie de ça? Là, finalement, j'étais voir une voisine qui était très amie avec sa femme qu'il avait eue il y a quelques années. Puis cette femme-là, j'ai demandé si c'était une joke, puis j'ai parlé. Puis sa mère a vu, puis lui, il voulait pas penser que je parle à cette femme-là. Puis je la regardais aller, cette femme-là, puis elle me semblait d'une femme très honnête, très intègre, une bonne personne. Et j'ai décidé d'aller la voir, puis cette femme-là a dit, sors de là, parce qu'il avait été violent avec sa femme aussi. Puis elle dit, parlant sa mère est comme victime de lui, mais moi je pense pas, c'est une game qui joue ensemble de dominants. Vous avez raison, c'est que probablement que le moron, sans l'appui, le support, implicite de sa mère. Quand vous l'avez qualifiée de vieille chipie tout à l'heure, elle le sait très bien ce qui se passe et elle est complice. Elle est complice de ça. Oui, monsieur, elle est complice. Parce qu'elle utilise son fils pour vidanger son fiel contre ses congénères. Comprenez-vous? Ça va jusque... Oui. Excusez. Allez-y. Vous savez, la tragédie là-dedans, c'est que j'ai suivi le conseil de la dame parce que pour moi, c'était vraiment une femme méchante. Peut-être que j'ai mal jugé, puis qu'elle est victime, elle aussi, de son garçon. Elle a juste un garçon, un enfant unique. Puis lui, ce gars-là, quand il sort, il a l'air d'un bon gars. Il est super fin avec ses amis. Francine, prudence, entourez-vous bien et au besoin, au grand mot, les grands remèdes, lorsque quelqu'un est trop menaçant, on peut s'armer. Ne l'oubliez pas. On s'entretient maintenant avec Guy. Bonjour. Oui, allô? M'entendez-vous bien? Très bien. OK, bonjour. Très bien, Guy. Bonjour, M. Meillot. Bonjour, Mme Ross. C'est sûr qu'il y a plusieurs sujets qu'on peut parler à force de vous entendre de semaine en semaine. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Première des choses, les livres du Dr Meillot, j'ai essayé d'en trouver quelques-uns sur Internet. J'ai trouvé celui qui parlait de la pédophilie, mais j'ai eu de la difficulté à trouver les autres sujets sur lesquels vous avez pu écrire les livres. Donc, ma question, c'est, pourriez-vous m'indiquer quel sujet vous avez écrit les livres et où peut-être pourrait-on les procurer? Il y en a un qui s'appelle Pour l'amour des enfants et l'autre qui s'appelle Au secours des femmes. C'est fin, hein, je ne sais même pas le nom de l'éditeur par cœur. Est-ce que c'est le même que celui pour la pédophilie? Non, c'est pas le même éditeur. C'est 3 éditeurs différents. OK. Peut-être simplement aller dans une librairie et on peut demander, peut-être que lui ont des usages. Oui. Alors, il y en a un qui s'appelle celui concernant les enfants. C'est Pour l'amour des enfants, le titre. Et j'ai écrit ça avec Jacques Paulieu. D'accord. Et l'autre, c'est Au secours des femmes, que c'est concernant les batteurs de femmes. Est-ce que vous avez des amis correspondant à chaque publication de livres, comme celui qui était sur la pédophilie, je crois qu'il est récent par rapport aux autres? Non, c'est le premier, c'est le plus ancien. Et puis, il date de quelle année? De 8 ans? Non, pas tant que ça. 4-5 ans. En 2001? 5 ans. Oui. 2000-2001? Oui, savez-vous que j'écris des bouquins, je ne sais même pas quelle année que j'ai publié, c'est fait mon affaire. OK. Je posais la question du par rapport à ce qu'une auditrice avait laissé sous-entendre, le fait qu'effectivement, les sujets, quelquefois, qu'on peut retrouver dans les livres, peut tellement nous éclairer les lanternes, comme exemple, les 9 points d'indicateurs d'équilibre cette semaine dont vous avez parlé. Jusqu'à quel point on peut utiliser peut-être ce questionnaire-là pour savoir si pour des futurs parents ou des parents actuels, on pourrait, comment dire, redevenir un parent, ou bien si on l'est, jusqu'à
jusqu'à quel point on peut comme connaître son profil de qualité de parentage par rapport à ce qu'on sait, par rapport à ce qu'on veut ou par rapport à ce qu'on peut. C'est interpellant, ce Guy, hein? Oui. Ouais, de s'évaluer avant de penser même. Ben oui, ça revient souvent, c'est comme réflexion. Ou pendant, si la personne est enceinte, elle veut regarder l'enfant, ou les jeunes parents qui ont des enfants. Je ne dis pas jeunes parents, mais les parents nouveaux, les jeunes et les enfants. Parce que c'est vrai qu'on va à l'école, on nous apprend des choses pour pouvoir gagner notre vie, mais c'est pas nécessairement des choses qui sont nécessairement axées sur l'être. C'est plus axé sur l'avoir et le paraître, pour le côté matériel, le côté les biens, l'argent, ça. Oui. Mais tout ce qui s'appelle la bonne santé mentale, le bon soin de notre psyché, c'est vraiment quelque chose qui est comme assez délaissé. Et on est obligé de reprendre, des fois dans notre propre vie d'adulte, beaucoup d'années à se reconstruire. Imaginez-vous, là, on sort de l'école, on va sur le marché du travail, on a des enfants. Pourquoi est-ce délaissé? C'est pas priorisé du tout. Pourquoi ce n'est pas priorisé? Peut-être parce que les gens ça revient peut-être à trop de choses, je disais tantôt, savoir, ne pas savoir, vouloir, ne pas vouloir, pouvoir, ne pas pouvoir. Et pourquoi on fait en sorte qu'une collectivité ne peut pas? Je pense qu'ils sont bien trop amochés. Non. Ils sont tellement pas groundés sur leur acte. Qui est intéressé dans la vie à ce que la collectivité grandisse? Personne. Il n'y a pas d'argent à faire là, au contraire. Ça devient un troupeau difficilement gérable pour le gouvernement. Alors, les fonctionnaires viennent en beau maudit parce que ce n'est plus un groupe homogène. Il n'y a personne qui est intéressé à ce que la collectivité grandisse. C'est ça, notre société nord-américaine est axée sur la voie disparaître. Alors, comme le docteur Chicoine, qui a passé à l'émission avec Marie-France Brazo, lorsqu'il y a eu à interpeller pour la cause des jeunes enfants entre 0 et quelques mois là, avant d'être placé à la garderie, et c'est sûr que, pauvre lui, je me mettais à sa place, je me disais, il sait quelque chose que peut-être une minorité de gens dans la population savent, et il avait d'autres parties à parler avec une représentante pour les garderies, je ne sais pas de quel âge, mais elle, c'est normal qu'elle pouvait juste comme défendre sa position, c'est son gagne-pain, là. On peut pas le voir le vouloir. Moi, il n'y a personne à qui, c'est moi qui avais été en face de cette dame-là. J'aurais pas pu, face à la question, lui dire, madame, je ne peux pas remettre en question votre travail, votre mission, c'est votre gagne-pain, vous avez peut-être étudié même dans ce domaine-là, alors qui suis-je pour détruire d'une main ce que vous avez peut-être pris des années, ou même avec la meilleure volonté du monde, à construire ce que vous construisez maintenant. Ça devient comme une forme de conflit d'intérêts. Ben, exactement. Cette personne-là, à mon avis, même si je l'ai trouvée très adéquate, par exemple. C'est une personne qui était brillante, j'ai trouvé dans son approche. C'est juste que la question qu'elle posait à Marie-France Brazo, est pour ou contre pour les garderies pour les enfants de 0 à 3 ans, mettons, là. C'est une question existentielle, dans le fond, c'est de dire, nous, en tant que société, est-ce qu'on est axé vers ce qui est bien pour les enfants? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les enfants viennent au monde de parents, de jeunes parents ou de parents. Finissez votre phrase, elle était divine. Oui, quoi, la phrase, comme société, on est axé, on se demande, est-ce qu'on va agir pour le bien des enfants ou... Le bien des adultes, le bien des... Comment dire, c'est qui doit prioriser qui? Parce que même les adultes, ils vont dire, les adultes qui ont des enfants, ils vont dire, on doit trouver notre équilibre quelque part. Est-ce que la grande question existentielle, est-ce que ça vaut la peine de se soucier des besoins des bébés? Bye. En tout cas, Pierre, avec tous les articles qui sortent cette semaine, tout ça, quand on parle des enfants, donc, le bien des adultes, on veut le bien des adultes, le bien des enfants. Les enfants sont considérés comme quantité négligeable. Oui. C'est le sentiment comme les aînés, Pierre. Beaucoup de gens âgés, on les considère pas du tout. Les deux extrêmes, il y a une couple de crétins qui ont essayé de nous faire croire que l'enfant était roi au Québec. Alors là, ces crétins-là, vous allez vous rhabiller. C'était une vaste supercherie pour camoufler un problème énorme. Du même souffle, j'aimerais ajouter cependant que dans notre société, on a commencé à être légèrement facilitateur pour les mères de jeunes enfants. Je dis insuffisamment. Oui. Comme les bébés sont de quantité négligeable, on ne s'occupe pas tellement de faciliter. C'est pas valorisant de s'occuper de quantité négligeable. De faciliter la tâche d'une mère de jeunes enfants. On le laisse de côté, débrouille-toi, gagne la croûte, écœure-moi pas, demande rien, demande aucun avantage fiscal, appauvris-toi.
Mais Pierre, elles ne sont pas, ces mères-là ne sont pas un rouage économique. C'est bête de même, je pense, de fond. Oui. Tu fais pas de déclaration d'impôt, tu contribues pas, c'est ça. Pourquoi tu penses que Pauline Marois voulait toutes les remettre à l'ouvrage pour engraisser les coffres? C'était très clair, la politique de Pauline Marois. Le plus bel exemple de geste épouvantable, c'était Pauline Marois qui a dit aux mères de bébés, j'ai bien dit les bébés, pour les 3 ans, les garderies, c'est excellent. Pour les mères de bébés, elle aurait dit, écoutez, là, crissez-vous des bébés, allez donc faire ça, et allez travailler parce que vous allez payer de l'impôt et on va engranger davantage d'argent pour gaspiller à Québec. Et tout ça, Pierre, c'est entré, vous en parlez souvent, hein, de l'inconscient collectif. Non, vous n'en parlez pas souvent. L'inconscient collectif. Ça existe d'une certaine façon et ça finit par pénétrer l'esprit des gens. Oui. Et Pauline Marois va être la première à s'en défendre, mais je regrette son comportement, ça a été ça. C'est pas le message. Alors, elle aura avantage à s'asseoir 2 minutes et y réfléchir. Par contre, des espaces de rencontre pour les enfants à partir de 3 ans, ça c'est autre chose, c'est excellent. On parle à Alfred. Bonjour Alfred. Oui, bonjour mon bon docteur Mailloux. Bonjour Alfred. Bonjour Janine, bonjour aux auditrices et auditeurs. On s'était parlé, je pense que c'était autour du mercredi 9 février 2005. Donc, ok, je vais essayer de ne pas trop m'étirer en longueur. C'était à propos de l'homophobie, cette journée-là. Puis on avait ratissé plus large là, en abordant le mariage gay, l'adoption des gays, principalement, plus précisément 2 hommes qui adoptaient des enfants en bas âge. C'est ça, parce que c'est un espèce de faux problème, parce qu'il va en avoir très peu. Il va en avoir quelques-uns, mais il n'y a pas de quoi déchirer sa chemise sur la place publique pour l'adoption des hommes, des couples là, hommes homosexuels. Ben, moi, je ne sais pas si vous avez une boule de cristal. Moi, je ne veux pas jouer au prophète par rapport à ça. Je n'oserais pas présumer qu'il va en avoir peu. Ou... Non. Écoutez, des hommes qui vont adopter des bébés, hein, quand même, ils ont beau être homosexuels, ils sont pas stupides. Ben, si c'est pas important pour eux d'abord... Non, pour les femmes homosexuelles, là, c'est toute une histoire. C'est un gros débat. Oui. Parce qu'après, j'étais plus en onde, donc là, je pouvais plus me défendre, mais j'étais classé dans la catégorie homophobe. Ah, vous savez pas, qu'est-ce que vous aviez dit? Ben, j'avais dit justement que moi, j'avais des grosses réserves par rapport à l'adoption, et comme c'était inclus avec le mariage, ça devenait une boîte de Pandore. Moi, j'ai mis un point d'interrogation, comme quand vous parlez des religions, vous respectez ça, le doute, le scepticisme. Donc, est-ce que j'ai le droit, pour l'adoption des gays, de mettre un immense point d'interrogation là-dessus, sans être considéré comme un homophobe, pour autant? Vous n'êtes pas traité d'homophobe sur ce point-là, jamais de la vie. Non, parce qu'après, vous reveniez et vous disiez, bon, on est homophobe, on a un de 25 ans, on a une de 60 ans, ça touche toutes les générations. Bon, puis moi, je sais que je suis pas homophobe. Sincèrement, je m'en compte. Pas suite aux propos que vous venez de mentionner. Vous avez dû dire autre chose? Pas ces propos-là. Je regrette. Vous avez tout à fait raison dans votre rhétorique. Vous avez tout à fait le droit d'être sceptique, de vous interroger. Il n'y a aucun problème là. Parce que vous avez dit vous-même, c'est la rhétorique des droits de liberté. Puis ensuite, vous avez dit, ouais, je suis d'accord que dans le cas de 2 hommes et des enfants en bas âge, c'est farfelu. Mais là, ça devient aussi une forme de discrimination. C'est comme un enchaînement de droits de liberté. Attendez. C'est pour ça qu'ils l'ont aussi. Ils ont le droit. Attendez, là, vous allez vite là-dedans. J'ai pas dit que c'était farfelu. J'ai dit que des hommes qui élèvent des bébés, on convient-tu que la plupart du temps, ça va être catastrophique? Parce que les hommes sont pas faits pour élever des bébés. Mais voyez, moi, je n'irais pas jusqu'à dire catastrophique. Moi, j'insiste sur le point d'interrogation. Il me semble que c'est ça de la prudence intellectuelle. Plutôt que les gens qui disent, ça va faire des futurs homosexuels ou d'autres qui essaient de nous convaincre. Non, inquiétez-vous pas. Pas de problème avec ça, mon cher Alfred. Ça se peut que ce soit vous qui ayez raison. Oui? J'ai pas de problème avec ça. Mon Dieu, vous me déstabilisez là. Je pensais qu'on était parti pour un long débat avec des étincelles. Tant mieux si vous avez raison. Moi, je vais être bien content. OK, mais vous pensez pas qu'on pourrait justement appliquer le scepticisme, dire de toute façon, c'est pas une question de sécurité nationale, la Terre n'explosera pas pour... Vous avez tout à fait raison. Bon, ça vous me surprenez, franchement. Ben oui, écoutez, je suis un homme raisonnable. Est-ce qu'il y a d'autres arguments à débattre? Je sais de quoi ça a l'air. Ça me donne c'est comme si je me donnais le rôle de celui qui défend les enfants. D'autres qui vont dire que je suis un méchant de droite. J'en ai rien à foutre de l'homosexualité en tant que tel. C'est une question, l'adoption, je trouve vraiment pas que c'était nécessaire. Puis c'est le lobby gay, hein. Comme vous disiez tantôt, les enfants n'ont pas de vote, vraiment, ils n'ont pas un lobby puissant, mais le lobby des gays, des hommes blancs gays entre 30 et 60 ans, je pense, qui sont assez puissants et assez influents. Et puis je trouve ça triste que ça fasse pencher une décision. Parce que la Charte des droits de liberté, là, comme vous le savez, c'est pas une vérité absolue, ça. Moi, j'ai pas le droit d'appeler comme ça, puis de tenir des propos néo-nazis, puis de dire, oh, le Charte des droits... Il y a des limites comme ça. Vous pouvez aller loin, mon cher Alfred. Non, mais regardez-vous, vous êtes un homme du Lac-Saint-Jean. Voyez-vous, on a déjà 2 points en commun. Donc, vous pouvez aller très loin parce que le jugement à la Ferté
est assez clair sous la plume du juge Pelletier. Ouais, mais regardez... Vous avez le droit à vos opinions, vous avez le droit à vos élans du cœur, vous avez le droit de dire des niaiseries. Ouais, mais les élans du cœur, ça me surprend de voir ça dans un jugement de la Cour suprême, là, le cœur, là, en 2005, là, en tout cas. Mais regardez ce qui est arrivé à Choix FM. C'est ce qui est écrit dans le... Mais regardez ce qui est arrivé à Choix. Regardez ce qui est arrivé à Choix FM Québec. Ouais, mais la Cour suprême, Doc, moi, ça m'impressionne plus comme argument, comprenez-vous, que je vous ai vu vous-même vous opposer au jugement sur la CC. Donc, plus on va rabattre... bonne mémoire, c'est vrai que j'ai fait ça. Oui, là, les politiciens, ils jettent toujours les décisions aux tribunaux, puis les cours des provinces, puis la Cour suprême. Ça, la Cour suprême, quand j'entends ça, je suis posé avoir un frisson dans le dos, oh ouais, la Cour suprême, je respecte votre autorité. Mais plus vous allez nous sortir des décisions comme la CC avec une force raisonnable, c'est quoi ça? C'est quoi une force raisonnable? C'est qui décide quand l'enfant doit être corrigé? Hein? Je suis pas de bonne humeur aujourd'hui, je vais me corriger. La semaine prochaine, on revient là-dessus. C'est du flou total, ça. Alfred, merci là, je vous laisse beaucoup. pour donner la fête à mon poisson rouge. C'est pas trop mal. Bye. Ça fait raisonnable cet après-midi, mon cher Alfred. On parle à Robert maintenant. Bonjour, Robert. Oui, bonjour. Bonjour, Robert. Docteur Mayou, d'abord, je vous apprécie énormément avec Janine, qui est très tolérante avec vous. Et puis, je veux vous parler de 4 choses différentes, mais je vais vous faire ça vite. Premièrement, Cuba. Moi, j'ai été 4 fois à Cuba. Puis, ma mère, elle m'avait dit, quand tu vas aller à Cuba, prends le reçu d'American Express, puis mets-le dans tes bas. Je savais pas pourquoi. Mais je l'ai fait. Et puis, je me suis fait voler, hein. Et puis, je me suis fait voler 3 fois. J'ai trouvé ça pas ordinaire, tu sais. Je couchais avec des cubaines, j'aimais bien ça, puis bon, ça, c'est beau. Alors, quand je suis revenu ici, j'ai tout récupéré mon argent, mais en pesos. Et les pesos, quand je suis arrivé ici, ça valait le quart de l'argent. Non, les pesos cubains ne sont pas supposés être échangeables en dehors de Cuba. Ben, non, mais j'ai été à Montréal, au coin de la rue Pille, là, puis Sainte-Catherine, là. Oui. Puis là, ils m'ont changé ça. Ah oui, ils ont accepté les pesos cubains? Oh, ouais. Vous m'apprenez quelque chose. Ah, ouais. Hey, Robert, avez-vous quelque chose d'intéressant à dire, là? Parce que là, vous êtes allé vous faire torcher par des esclaves 4 fois. Je suis un petit peu gêné de vous écouter, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je me suis fait torcher. Ah, je le sais, vous vous êtes fait torcher par des esclaves. À 4 reprises. Là, maintenant... Deuxième point. Robert, vous aviez dit que vous aviez 4 points. 2. Hey, rapidement, parce que là, au rythme où on va, là... Deuxièmement, on va parler de Notre-Dame de la Dorée, Normandin, Qu'est-ce que vous avez contre Notre-Dame de la Dorée? Hein? C'est la meilleure place pour la pêche. Oui. Ah. Ensuite, pour Normandin, ben, c'est là qu'on tourne pour aller à... Albanel. Ouais, Albanel puis Mistassini. Dans le beau. Je connais le... Ben oui, mais là, qu'est-ce que vous voulez, là? Écoutez, Robert, quelle différence qu'il y a entre notre tribune et une taverne? Hein? Quelle différence qu'il y a entre une tribune et une taverne et notre tribune? On voit pas le bière, Pierre. Ça, c'est une différence. Ah, Robert? Savez-vous la différence entre les deux? Parce que je voulais vous faire rire un peu. Je le sais. Allez, ben, Robert. Il n'y en a pas de différence. Bonjour, Robert. Il y a juste la vérité. Pour certaines personnes, écoute, il y a des hommes qui s'ennuient des tavernes, c'est évident. C'est évident. Ça me fait rire. Je le dis affectueusement. Il y a plus d'espace dans la société pour des hommes. Ils vont aller prendre le bière et ils vont le radoter à leur goût. C'est important, ça, en tout cas. Bon, Pierre, si c'est à Normandin, ce n'est pas anodin. On va la garder, celle-là. Oui, le drame d'Adoré, c'est le début du chemin de Chipogamo. Quand on va à Chipogamo, là, on passe à Vitier, ça va à l'Adoré, puis là, on monte dans le bois jusqu'à Chipogamo. Ça sent bon, hein? À Normandin, c'est le plus haut, c'est le village. Non, c'est pas tout à fait vrai, mais sur le chemin officiel, le chemin qui fait le tour du lac Saint-Jean, Normandin est le village le plus au nord. Oui. Et là, tu tournes vers le nord-est, tu t'en allais à Albanel, t'as de le beau. Quand on regarde la carte, ça coupe après, hein? Ouais, c'est comme une petite route. Ils ont fait un chemin qui part de Saint-Médard jusqu'à Delbeau de bateau. Fait qu'il y a du monde. Hey, avez-vous encore de la famille là-bas? Ben oui. Plein de familles. Ils sont encore là-bas? Ben oui, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Ah!
Alors, Normandin, c'est le centre du monde, Pierre. Je suis en compagnie du docteur. OK, juste un courriel. Actuellement, l'adoption, c'est vers des enfants qui viennent d'Asie beaucoup. OK? Et un cas qui est rapporté, les parents sont allés, ça coûte très cher, hein, l'adoption internationale, sont allés chercher une petite fille, l'ont ramenée, la petite fille a à peine 1 an, et 3 semaines après, elle entrait à la garderie. Là, tu dis, tu souffres un enfant d'un avenir, tu sors des orphelinats, parce que là-bas, c'est ça. Un enfant de quel âge? Un enfant qui avait à peine 1 an et quelques mois, qui se retrouve à la garderie. Donc après le choc culturel, l'adaptation à une nouvelle famille, tout de suite en garderie, et ça a l'air que c'est pas rare. À mon humble avis, c'est un geste criminel. Mais personne ne s'objecte. C'est un crime contre la personne parce que extrêmement lourd de conséquences néfastes. Qu'on peut soupçonner, Pierre. En tout cas, j'ai trouvé que c'était important de le mentionner parce qu'on ne parle jamais de cet aspect-là. Tu fais très bien de le mentionner. N'oublions pas que le mot bébé, dans la tête de beaucoup de femmes, est très près du mot bébé. Alors que ce sont des humains. Hein? On parle à Francine. Bonjour, Francine. Bonjour, Doc Mayou, puis bonjour, Janine. Moi, là, je suis vraiment pas contente. Allez-y. J'ai eu mon sujet hier au sujet de l'antimère. Là, le monsieur qui vient de vous parler, là, au sujet de Cuba, là. Premièrement, la carte, moi, je suis le dossier, j'ai un dossier monté, photo, preuve, qu'est-ce que vous voulez sur Cuba, depuis 1988. Parce que je suis allé là en 1987. En 88, j'ai vu des choses inhumaines. Moi, je ne veux pas être méchante, là, mais le monsieur qui vous a parlé avant moi, la carte American Express n'est pas acceptée à Cuba. Et puis l'argent cubain ne peut pas sortir de Cuba parce que tu fais pénaliser, toi, comme touriste, si tu es pris de l'argent cubain. Troisièmement, je dis merde au monsieur, parce qu'il a couché, fait les bretelles qu'il a couché avec des Cubaines. Je me demande quel âge qu'elle avait l'enfant. Est-ce qu'il a payé qu'une barre de savon ou avec du rhum? Je déplore ça, parce que le monde va là en touriste. Francine, vous avez entendu ma réaction? Oui, puis je suis d'accord avec vous, ça me choque. Il est allé, comme beaucoup d'autres, se faire torcher par des esclaves. Oui, monsieur. Et vous avez raison à 100 000 à l'heure. Comme je vous ai dit, et ça vient pas de moi. Alors, ceux qui sont pas contents cet après-midi, là, écœurez-moi pas avec Cuba, parce que c'est Radio-Canada ce matin qui a affirmé que 100 000 Cubains travaillaient dans l'industrie touristique et gagnaient 20 $ par mois. Ils ont reçu, en plus, un ordre du gouvernement de crotter, de refuser pourboire des cadeaux afin de préserver l'esprit socialiste. Bande de morons. Monsieur Maillot. De demeurer, pour utiliser le terme à la mode, soulevé par Denise Bombardier, une race de demeurer, pas à peu près. Allez-y. Oui. Moi, c'est que j'ai... Parce qu'on a déjà eu des appels, il y a plusieurs mois, d'individus qui louangeaient l'évolution cubaine sur Oh my God. Ça m'a fait tuer. Oh my God. Il y a des gens instruits, quand même. Moi, je sais de quoi je parle. Je ne peux pas aller plus haut que ça, je ne peux pas dire plus. Mais par contre... Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre? Il y a de la torture. Oui. Il y a de la... On va dire que... Oui, mais là, c'est un régime totalitaire. Avez-vous déjà vu un régime totalitaire qui a... C'est presque totalitaire. Oui, mais avez-vous déjà vu un régime de crotté qui permet la liberté d'expression? Non. Bon, alors on réprime. On réprime de quelle façon? On enferme, on emprisonne, on torture. C'est l'histoire de l'humanité, cher Francine. Moi, je vais vous dire une chose. Allez, bye, Francine. Bon, allez, bye. Bonjour, Francine. Mais Pierre, il y a quand même des gens qui sont éduqués. Malgré tout ce qui se passe là-bas, quand on avait parlé... Non, je sais. Les Russes étaient éduqués dans le temps de Staline. Il y en avait des Russes instruits. Ils ont mis une balle dans la tête quand ils parlaient de travers. Combien de temps j'aurais survécu en Russie? Combien de temps? OK, envoyez-moi à Cuba. Combien de temps je survis? Allez pas en vacances, là, Pierre. Janine, t'as pas besoin de me le dire.
je ne vais pas. Je n'irai jamais en vacances à Cuba. Oublie-moi. Alors, écoute. J'ai l'impression que vous resteriez là-bas. Yes. Puis, avec une balle dans la tête dans pas trop de temps. On parle à Nathalie. Bonjour, Nathalie. Francine, une autre Francine. Bonjour, Francine. Oui, bonjour. Bonjour, Francine. Bonjour, Dr. Mailloux. Bonjour, Mme Ross. Je vous écoute régulièrement depuis des années. On peut donc dire que votre émission provoque l'accoutumance. Mais j'appelle pour savoir si le médicament qui m'a été prescrit peut provoquer l'accoutumance. On m'a prescrit du gabapentin. Non, pas d'accoutumance avec ça. C'est un anti-épileptique. Vous souffrez d'épilepsie? Non, pas du tout. Arrête dedans! J'ai des problèmes à une jambe depuis 4 ans à peu près, mais... Quels sont les problèmes que vous avez pour lesquels on vous a donné du gabapentin? C'est des maux à la jambe droite qu'on trouve pas, c'est dû à quoi? C'est peut-être une neuropathie diabétique, là, on n'est pas certain. Bon, à ce moment-là, est-ce qu'on utilise le gabapentin à titre d'analgésique pour en diminuer la douleur? Oui, c'est ça. Est-ce que ça a été efficace? Mais je ne l'ai pas essayé, je voulais vous appeler avant, on me l'a prescrit il y a 3 jours, puis j'ai dû attendre vendredi pour demander au Dr. Mailloux. Et quel médecin, de quelle spécialité? Ou c'est un médecin généraliste? Oui. Dans le but de... enlever la douleur en attendant de passer des examens, mais comme c'est long avant d'être dû... Oui, pourquoi pas l'essayer, cher Francine? Non, il n'y a pas d'accoutumance. Pour répondre à votre question, non, il n'y a aucune accoutumance au gabapentin. C'est un excellent anti-épileptique, maintenant qui est utilisé dans certaines zoosphères. Entre autres, comme analgésique dans certains cas. Vous en aviez parlé, il y avait une dame qui disait avoir les jambes nerveuses, les jambes sautaient la nuit. L'autre syndrome, c'est sûr, c'est un anti-épileptique. Et pour ceux qui ont le syndrome d'impatience dans les jambes, semble-t-il, je dis bien semble-t-il, là, que ça aura un certain effet améliorant. Je sais pas, on verra les études jusqu'à quel point ça va... OK? Ça vous rassure, Francine? Oui, je vous remercie. Allez, beaucoup. bonne chance. Bonne journée. Alors, c'est pour te montrer jusqu'où les patients, à l'occasion, ont confiance dans leur médecin. Poser des questions. Ils voient un médecin qui appelle un inconnu, il dit écoute, ça a-tu de l'allure, ça? Comme mon médecin. Parfois, les gens ont pas la présence d'esprit, peut-être, aussi de poser la question. Non, il y a des médecins qui inspirent peu confiance. C'est ce que vous vouliez dire. On parle à Nathalie. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Bon, moi, je suis allée... OK, c'est parce que je suis diabétique. Oui. Je suis allée voir... je suis rentrée d'une église. Oui. Puis j'étais en pasteur. Puis là, il me dit, si tu crois, tu verras sa gloire. Tu n'auras plus de diabète. Oui. Pensez-vous que c'est vrai? Ben non, c'est pas vrai. Ben non. Si vous avez vraiment eu cette expérience-là, si vous avez vraiment rencontré ce pasteur-là, il est dangereux, le gars. Vous pensez qu'il est dangereux, mais il a l'air... Ça, c'est un vrai dangereux. C'est pas comme Mailloux, ça, là. C'est très pire. Parce que quand tu rentres là, il dit, je veux pas votre argent, il dit, aucun rapport. Il dit, donnez-moi les mots le prendre, mais il dit, vous n'aurez pas la gloire de Dieu. Ben oui. Puis il a tout le temps sa Bible avec lui. Quel âge avez-vous, Nathalie? 38. 38 ans. Et vous êtes à ce point crédule? D'un coup, je me demande, on sait plus si c'est vrai ou pas vrai. Ben oui. Il a tellement l'air sincère. Ben oui, tout à coup, ce serait vrai. Mais là, il dit... Hey, ce serait-tu le fun si c'était vrai, Nathalie? Ben oui, ce serait vrai. Ben oui. Crois que tu verras sa gloire. Ben oui. Tu seras guéri. Tu n'auras plus besoin de prendre d'insuline. Ben oui, c'est ce qu'elle dit. Hey, si c'était vrai, ce serait beau, hein? On irait toutes là. On irait toutes la voir. Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai, moi? Il est fier pourtant, là, il a tout le temps la Bible avec lui. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que le monde alentour de lui, bon, il prépare la bourse, il fait rien. Je sais pas, c'est bizarre. Je suis rentré chez lui, puis il écoutait la grosse TV. Il était un peu matérialiste, là, je restais bien. Oui, si j'avais été à votre place, j'aurais pogné un buzz, moi aussi. Je capotais, il montrait sa grosse TV, ça me fait rien, ça, moi. Une grosse 24 pouces, là? Non, tu sais, les grosses en long, là. Une grosse! Non, ça passe, là. Vous trouviez que ça ne fonctionnait pas avec son discours. Il y a des fois qui n'ont pas de rapport, parce que là, ils veulent me baptiser. Ben, avez-vous autre chose à dire cet après-midi, là? Oui, là, j'ai d'autres choses à dire. Quoi? C'est vrai que vous avez raison. Les gros, ils ne se pognent pas. Ils pognent moins que les petites. Pourquoi ils mettent pas dans les revues des grosses? C'est plutôt rare. Allez, bye, Nathalie. Bonjour.